Il a trahi la mémoire du maréchal. Ben, c'est une évidence, c'est évident. Ça fait, au moins, ce qui me suit, ça fait 2 ans que je prépare, je dis aux Africains que voilà la demande de M. Mahamat. Ça fait 2 ans. Pourquoi je le fais? Parce que je me sens responsable pour avoir contribué à son élection à la Commission africaine. Voilà pourquoi, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. C'est un monsieur qui, en dehors peut-être de son poste, c'est un bon père de famille, peut-être un excellent père de famille, ça peut être un gentleman. Mais on a un problème. Nous avons dit aux Africains que voici l'agenda qui nous permet de placer un gars à l'Union africaine. Les pays potentiels d'Afrique centrale se sont réunis pour choisir entre 2 candidats qui étaient valables. Aujourd'hui même tous, nous regrettons le candidat équato-guinéen. Il faut être honnête, nous on le regrette. On a dit que non, parce qu'il était plus jeune. Bon, laisse ton aîné. Ils ont négocié comme ça, on a fait pression, c'est passé. L'agenda qu'il a porté à l'Union africaine, il a oublié ça depuis. Faites une émission ici, je vous sors l'agenda là. C'est pour ça que je me dis que nous avons une responsabilité de l'interpeller. Pour que demain, ceux qui, et les gens savent le faire, on va dire que mais c'est vous qui l'avez placé, c'est vous qui l'avez placé là-bas. Il faut assumer. Oh, bon, depuis 2 ans, je me désengage pour dire que c'est pas ce que tu es en train de faire. Ça faute le dirigeant. Au nom de quoi des militaires peuvent être candidats à une élection présidentielle dans le pays? C'est au nom de quoi? Sauf si on pense que les peuples sont immatures pour choisir. Sauf si on le croit. Au nom de quoi un militaire ne peut pas être candidat? Pourquoi Mahamat Faki est plus mieux que Mahamat Debissi? En quoi? Mahamat Silla était à côté de son père durant toutes les batailles qu'il a menées. Il était là. Et cette armée tchadienne qu'on veut diaboliser aujourd'hui, moi je ne peux pas le faire. Parce que moi, je sais qu'ils vont aider à comment pourquoi l'homme dans mon pays. Ils l'ont fait dans tous les champs de guerre en Afrique. Moi, je le sais. Je sais ce que le Père Dieu bien fait pour nous dans ce combat-ci. Momo le sait. Non, tu sais que c'est pas un débat. J'ose croire que... Mais quand c'est ton nom, est-ce que tu as vu que je t'accuse? J'ose croire. Il vous prend juste à témoin, maître Jean-Pierre Momo. Non, nous on a lutté pour le Tchad. Vous savez que c'est pas comme ça? Nous on a lutté pour le Tchad. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter que des Tchadiens tombent comme des mouches. Vous savez que... Non. Mais oui. Je voulais vous là. Il vous prenait juste à témoin, maître Jean-Pierre Momo. Vous savez que moi je ne fais pas le coup bas. Vous le savez. Tout à Je vous fait. prends seulement à témoin. Parce que vous étiez là. Voilà. Rassurez-vous. Donc je dis ceci. À cause de tout le parcours qu'on a eu avec Déby, nous ne pouvons pas nous comporter avec le Tchad n'importe comment. Ah oui. Nous sommes tous... Bon, en tout cas, ce n'est pas un concours d'amour. Hein. C'est pas un De qui aime le plus? Voilà, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Personne de nous ici n'est fier de voir les gens tomber. Non. Malheureusement, les gens tombent. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens tombent. Les gens tomberont encore. Le débat, c'est quoi? C'est que les gens, on s'en fout même des morts. Les gens s'en fichent des morts. C'est l'instrumentalisation qu'on va en faire. C'est-à-dire un procès contre Mahamat Déby. C'est ça qui me pose un problème. Parce que si vous dites qu'il ne vaut rien, vous avez le droit de le dire. Mais les gens qui veulent le remplacer valent quoi? Ils n'ont qu'un projet pour le Tchad. Les plus envieux, on les connaît. Si on méprise le fait que un opposant historique est Premier ministre, est-ce que tel général de la présidence est un ancien opposant? Pur le dur, ce que tel général de la présidence, qui a été nommé là, pur le dur. Si on dit que tout ça, ce n'est rien, tous ceux qui sont entrés au gouvernement, qui ne sont pas du parti de la majorité présidentielle, qui sont entrés là, si tout ça c'est rien, bon, quel argument va encore mobiliser pour dire que, dans ce cas on dit seulement que bon, ceux qui sont en face, ils sont mieux, mais quand moi je les gars, ils sont mieux en quoi? Le projet de succès de Lara pour le Tchad, je connais. Nous savons qui le parraine. Nous savons qui est derrière lui. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Je laisse de côté les conséquences pour la sous-région d'une déstabilisation du Tchad. Je dis que rien qu'au niveau de la stabilité du Tchad, c'est-à-dire que la sous-région ne peut pas accepter que le Tchad soit déstabilisé. C'est inacceptable. Voilà. Les conséquences sont très graves. Voilà. Bien sûr. Je ne vais même pas parler, on m'a dit que c'est la zone politique. Je laisse ça de côté. Je laisse dans les questions domestiques au Tchad. Quand les gens font une manifestation, maître, on brûle le siège du Premier ministre, son parti, avec les gens à l'intérieur. Sauf ça montre que c'est lui qui a brûlé. Tant qu'on n'a pas amené la preuve que c'est lui qui a brûlé, c'est pas une manifestation pacifique. Également le siège du parti d'Albert Païbi Padaké. Tout à fait, Padaké, oui. Deux. Bon, les fonds de maintien de l'ordre qui ont été découpés. Découpés, hein. Lynché et découpé. Sauf si on me démontre que c'est un Tchadien qui l'a fait pour mettre ça à la tête de l'opposition. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, non, mais attendez, je revois ce que je suis en train de faire. C'est pas comme ça. Je me pose la question. Donc il y a un grand débat qui est ici en cours, c'est que est-ce qu'on criminalise le maintien de l'ordre? Jusqu'à quel niveau? Moi je pense ceci, et maître, c'est le fond de ma pensée. Quand un État
est installé. Il a la légalité avec lui. C'est une légalité toujours provisoire. Les légalités sont toujours provisoires d'ailleurs. Quand il dit que manifestation est interdite, et que moi je décide de le défier, moi aussi je partage la responsabilité des morts. Je la partage. Si en plus j'envoie les gens dans la rue et je me cache, et dès que ça arrive, je suis à France 24 en train de commenter les morts, de commenter. Pourtant, je n'ai même pas pu aller assumer la manifestation. Ça pose des problèmes sérieux. À tout point de vue, sur le plan politique, sur le plan éthique, à tout point de vue, ça pose des problèmes. Je vais terminer en disant ceci. Déby réprimait les manifestations. Ouais. Oui, Ouais, durant tout son mandat, le maréchal Déby... Oui, Président Pandakane, Déby n'a pas fait 54 morts. Il va pas. Comment je veux te dire? Déby n'a pas fait 54 morts. Non. Si on pense que le nombre de morts peut justifier de quoi que ce soit, le Déby n'a pas fait 54 morts. On va rester dans le débat, M. Momo. Permettons au président Bandakani de sortir de ce développement. Non, je suis en train de mettre de l'eau à son moulin. Pour dire que nous continuons d'attirer l'attention du gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure de la réorganisation du maintien de l'ordre. C'est extrêmement important. Parce que de la réorganisation du maintien de l'ordre et de la force au niveau du maintien de l'ordre, on juge ceux qui réorganisent même ce maintien de l'ordre. Permettons au président de sortir. Ah oui. Peut-être que je ne vais pas même mot que toi. Je veux simplement dire que c'est à eux de tirer les conséquences de la gestion des manifestations. Ouais. Ils sont obligés de tirer les conséquences parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne gère plus les manifestations comme on le faisait au temps où il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. C'est une évidence. Donc je pense que je ne vais pas les apprendre à chercher à conserver le pouvoir, ceux qui sont présidents là-bas. Je suis en train de faire une analyse simple de la situation. D'une situation donnée. Donc je dis ça autrement, mais en fait c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que c'est clair et c'est net. J'étais en train de dire ceci. Pour sortir. Sous le maréchal Déby, on réprimait. Et il y a les manifestations, il y a même plus de 50 morts. Durant tout le règne de Déby. Mais nous l'avons soutenu. Parce qu'on regardait l'essentiel. Sans pourtant dire on s'en fichait des morts qui tombaient. Non. À l'époque, les Tchadiens nous reprochaient ici. Tout le ils appelaient, c'est pour dire que oui, Déby, on dit que oui, il fait des choses, mais il tue trop, il fait ceci, il a tué les gens, il a fait ça. On nous reprochait ça. Et nous disons aux Tchadiens, l'accessoire est l'essentiel. Au Cameroun, on réprime les manifestations. On parle nier. Je crois que les ambassadeurs sont d'accord avec les ambassadeurs, disent qu'on les tue. Mais en face, on dit que c'est la répression, parce qu'ils violent la loi, non. Mais les ambassadeurs, eux, disent que non, on les tue, non. Mais ça dépend du cas quand on se trouve. Hein. Au Cameroun, on réprime. On a réprimé en 2008, il a dit ça. Moi, j'étais dans la rue, je portais les gens comme ça, au sang. J'ai mes chemises tachetées de sang à la maison. On a réprimé. Il y a eu beaucoup de morts en 2008, hein, au Cameroun, beaucoup de morts. On a réprimé. Vous comprenez? Mais ce sont des situations difficiles. On assume parce que quand on regarde tout ça, on dit qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Mais quand les Européens répriment chez eux, il y a des morts. On couvre, hein? L'eau nous couvre. On couvre ça. Vous savez pourquoi? Parce que le mythe de la supériorité démocratique doit rester. On justifie tout. La hiérarchie des morts, je chute, vous voulez que je chute. La hiérarchie des morts. Alors nous parlons. Des preuves sortent tous les jours. Tous les jours, c'est clair, et publiquement. Que ce que vous appelez pandémie de Covid, c'est un crime organisé. On a 6 millions de morts, chiffre officiel d'après l'ONU. Le professeur Ballet connaît les chiffres là mieux que moi. Il est l'observateur des chiffres du Covid. Si je me trompe, il va corriger. On a plus de 6 millions de morts qu'on a tués avec un faux vaccin. Donc aujourd'hui, tu peux tuer. Si tu sais tuer, tu t'en sors. Il faut être méthodique. Si tu sais tuer. Il y a des gens qui tuent de manière civilisée. Ils inventent une pandémie, ils donnent des faux vaccins aux gens, vous mourrez, vous êtes 6 millions. Personne ne parle. Il n'y a même pas un tribunal pour les juger. Et ils donnent des leçons. Il y a des gens qui gèrent des contextes difficiles, où il y a des manifestations interdites, et les gens décident d'aller marcher quand même. Ce ne sont pas des morts malheureuses, comme le mort malheureux, comme on est en train de voir là. Et le monde entier s'est réuni pour condamner. Je laisse le cas du Yémen. Tassinda a fait un parallèle excellent avec l'Ukraine. Vous croyez que la Russie, c'est une démocratie d'après les Occidentaux? Ce n'est pas une démocratie. Hein. C'est une dictature. Très bien. Mais non, soutien. Bec et ongle, on assume. Moi, j'ai dit que moi, je soutiens la dictature. Je me cache pas. Depuis 10 ans, je le dis.
Moi, je soutiens. Si un dictateur menacé qui me cherche, moi, je le soutiens. Moi, je le soutiens. Je dis depuis une façon de rire, mais je le dis et je l'assume. L'Ukraine, là, la Russie en Ukraine, là. Vous croyez que la Chine et la Russie sont des pays démocratiques d'après les Occidentaux? Non, d'ailleurs, la frontière que Joe Biden a tracée, c'est que d'un côté, il y a les autocraties et d'un côté, les démocraties. Président, ils ont eux-mêmes leur paradigme de ce qu'on entend par démocratie. Alors, on s'est compris, donc. Ils ont leur propre paradigme. On s'est donc compris, donc. Alors, mais quand nous, on se retrouve donc à condamner avec eux. Pour sortir rapidement, président. Quand on se retrouve à condamner avec eux, on condamne avec eux. La confession est possible. La confession est possible. Nous condamnons nos morts. Nos morts. Merci, en tout cas, je crois que le président a finalement chuté. Merci à vous, président Mandakani. Merci à vous également, maître Janvier Momo. Je vais à présent me tourner vers le professeur Jean-Paul Mbelek. On avait déjà, en quelque sorte, parlé de cette manifestation et de ces Tchadiens qui sont tombés là. Tout le monde est d'accord, unanime, qu'il y a des victimes, il y a des personnes, des Tchadiens qui ont perdu la vie, et innocemment, en tout cas on va le dire comme ça, même si elles ont en quelque sorte été instrumentalisées. Il n'en demeure pas moins que ce sont des Tchadiens qui ont perdu la vie. On pointait du doigt il y a quelques instants la responsabilité de ces personnalités-là, Moussa Faki Mahamat, Mahamat Abastoli également, tel que révélé par nos confrères du courrier diplomatique, professeur Jean-Paul Mbelek. De votre point de vue, quand on regarde la position, les développements des différents invités ici, la position de Mahamat Idriss Déby, on évoquait la possibilité qu'il soit empêché d'exercer le pouvoir correctement, mais d'après ce que le président Mandakani et les autres nous disent, le développement et la continuité de l'œuvre du maréchal Idriss Déby est en train de se poursuivre du côté du Tchad avec le concours des généraux qui ont pris le pouvoir après sa mort. Est-ce que, toujours en condamnant le fait qu'il y ait eu des morts, est-ce qu'on peut dire que le Tchad, en quelque sorte, est sur le chemin de la rédemption? Bonjour, professeur. Bonjour à tous les ministres, président Mandakani, Yam Timba, Janvier Momo et puis Tassinda. Bonjour, il y en a sur Zoom, non? Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. On a perdu les invités sur Zoom. Bon, ils sont zappés, ok. Dommage. Sinon, l'heure est grave. Président Mandakani, je peux être d'accord avec toi. Je préfère te le dire d'avance. Tu sais que souvent on marche la main dans la main. Mais cette fois, ce sera non. Je vais expliquer. Tu as le droit. Je sais que j'ai le droit, mais je te le dis d'avance. Je vais expliquer. Parce que, avant de t'écouter, j'ai déjà préparé mon propre travail. J'ai ma propre pensée sur ces affaires. Qu'est-ce qui est donné une nouvelle ou pas? D'abord, ce qu'on nous a présenté à la télévision là, ça ne veut rien dire. Faut pas je suis physicien, moi. Donc, j'exerce l'observation. Astrophysicien. Quand on voit un monsieur qui est devant un tapis, je vois aucun mort. On ne sait même pas d'où vient cette image. Ça ne veut rien dire. On attend mieux. Ok, donc ça, ça jeter à la poubelle, déjà. Que ce soit vrai ou faux, ça jeter à la poubelle. Ça ne peut pas intervenir ici. Donc je dis la même chose. Autant la personne qui t'a parlé, en disant que... bon, bref, vous avez un petit échange là. C'est une personne qui t'aurait... avec Tatinda. Migo Natolban qui est en Djamena. Voilà, ok. Il est qui? Ok, ben ces images c'est quoi? Au moins l'autre c'est une personne vivante, en chair et en os. Mais l'image là c'est quoi? Elle veut rien dire cette image. L'image qu'on a vue avec l'ambassadeur américain qui est devant un tapis. On ne sait même pas si c'est du sang ou quoi. Ah d'accord. C'est ça là. L'image elle est sur le compte, voilà. Le compte officiel de l'ambassade des États-Unis en Djamena. Oui mais peu importe dans quel sens je vais, elle ne veut rien dire. Peu importe dans quel sens. Je n'ai encore porté aucun jugement de valeur, à savoir est-ce que c'est pro-américain, pas pro-américain, révolution de couleur ou pas. Mais je dis que cette image, quel que soit qu'il a mis, quelle que soit l'intention, ça ne veut rien dire. Ça, parce que ça ne trouve rien là. Cette image ne veut rien dire. Je vois un monsieur, je ne sais pas où il est, c'est en Djamena ou ailleurs, ou même en Mars, au pôle Nord, je ne sais pas, et il y a un tapis plus ou moins coloré là. Bon, ça ne veut rien dire. Voilà. On peut interpréter comme on veut parce qu'on a une théorie avec, mais tel que c'est là, il n'y a pas un élément qui fait que quiconque voit ça, c'est objectif, il valide. L'interprétation est libre, non? Effectivement. Mais les faits sont... Bon, ça c'est fait là, on prend ça, on jette à la poubelle, parce qu'on peut le contester. Voilà. Bon, ça c'est number one. Number two, président Mandakani, tu as dit que tu ne vas pas hurler avec les loups.
est-ce qu'on peut marcher avec quelqu'un qui, lui, a marché sur les cadavres pour se maintenir au pouvoir? 18 mois de transition, déjà. C'est leur durée. Les 18 mois sont passés. Et maintenant, pour continuer les autres mois qui vont suivre, ok, on lui a donné 24 mois. Je vais revenir sur les 24 mois. Et lui, il vient de tuer 50. Même s'il y a 10 policiers. Bon, j'ai vu et Orange, il parle de 10 forces. Les policiers, forces de sécurité. Voilà. Il parle de 10. À l'époque, il parlait de 30 morts, et 10 dont 10 du côté de force de sécurité. Même s'il y a 10 du côté de force de sécurité qui sont tués par les manifestants, ça ne justifie pas qu'on valide, qu'on passe à l'as le fait que bon, maintenant on dit 50 tués. Quel que soit celui qui est mort, il y a eu des morts. Il ne devrait même pas en avoir un seul. Que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Il ne devrait pas avoir un seul. Parce que ça, c'est du Boko Haram, c'est du terrorisme. Et je vais même dire plus, c'est même une incompétence au niveau de la sécurité. C'est de l'incompétence. S'ils ont des services secrets aussi compétents que ceux du Cameroun, pourquoi c'est comme ça? Un pays qui est soi-disant venu défendre le Cameroun. Et puis c'était à l'époque. On parle de 2012, nous sommes en 2022. Attends, 2009, 2012, non, en 2022. Et demain, on sera en 2023. Les années passent. On ne va pas toujours revenir sur hier, il y a eu ça. Non, on est en 2022. Il faut actualiser les choses. Beaucoup de choses sont passées. Il y a le Mali, il y a le Burkina, on marque des points. Il y a la Guinée, il y a la Centrafrique, la Centrafrique. Et puis nous espérons que d'autres vont marquer des points. Donc on ne va pas faire comme si, entre-temps, il s'est passé des choses. Cette révolution de couleur, là, non, je préfère d'abord lire mes points. Écoutez, je vais donc mettre en accusation, si vous me permettez. J'ai d'abord commencé par citer le passif de Mahamat Déby Itno depuis qu'il est là. Bon, parce que c'est lui qui est le représentant. Qu'il soit coiffé par des généraux ou pas, je les mets tous dans le même sac. Et comme je vais faire court, celui qui est mis devant, c'est celui qui est à la tête de l'État pour l'instant, de transition, c'est Mahamat. Bon, je ne veux pas savoir, donc c'est de lui que je parle. Voilà. Bozizé est chez lui. Bon ou faux? Très bien. Il fait quoi là-bas? Donc ça, on va mettre dans son actif. Hein. Parce que moi, ce soit un passif. Si c'est quelqu'un conteste, je mets dans l'actif. Chacun est libre de contester. Mais si on me conteste, je mets dans l'actif. Ben répond, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça c'est un passif. Bozizé est là au Tchad. Passif. 2. Le 31 mai 2021, les forces centrafricaines veulent faire une poursuite. Ils utilisent l'ordre de poursuite au Tchad. Ok? Il s'est passé quoi? Le président Madaki, toi, tu étais là, tu as témoigné. Tu as témoigné contre eux. Le Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères, tu avais écrit une note là. Ok? Tu te souviens? On était même ensemble. Le Premier ministre. Non, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Ça fait rien. Je dis que je mets tous ces gens-là. Je dis que je mets ça sur le dos de celui-là. Président, je dis, hein, c'est mon argumentation, ne me pose pas. Shérif Mahamat Z. Je mets, quel que soit Alpha là, je le mets sur le compte de Mahamat. C'est de lui qu'il s'agissait en fait. Oui, mais j'ai dit dès le début que je mets tout sur le compte de Mahamat. Même les 10 généraux, je ne veux pas savoir, même s'il y a 1000 généraux. J'ai dit que tout ça, je mets ça sur le compte de celui qui est à la tête. J'ai dit ça dès le début. Effectivement. Bon, on peut me contester, mais moi j'ai dit annoncer la couleur dès le début. Donc je continue dans ce sens-là. Voilà. Quel que soit celui qui fait ça, moi je mets ça sur le compte de Mahamat. Tant que c'est au Tchad. Voilà. Alors, ok. Alors, troisième point. Il n'a pas contesté à un moment donné, soi-disant, la présence de Wagner au Mali. Quatrième point, son rapprochement avec Bazoum. Cinquième point, refus de la présidence tournante au Mali, au G5 Sahel, ce qui a amené le Mali à quitter le G5 Sahel, d'ailleurs c'est une bonne chose. Sixième point, le refus de céder le poste de la BEAC là, au Camerounais. Surtout qu'à l'époque, le Centrafrique parlait de crypto-monnaie et eux, ils n'en voulaient pas la BEAC. Et on sait qui était à la tête à ce moment-là. Et ils voulaient se maintenir. Septième point, volte-face au niveau du vote dernièrement là, sur les républiques du Donbass où Poutine a fait un référendum. Et lequel est le vote tchadien? Pro-américain, ok? Pro-OTAN. C'est vert. Il y a le couleur rouge, la couleur jaune barré, il y a la couleur verte et le noir, comme le Cameroun qui n'a même pas été présent. Bon. Huitième point, les 50 morts là, peut-être même plus. Y compris les policiers, je mets tout ça là, c'est la même chose. C'est du désordre. Ça, c'est tien, c'est pas ma hâte. C'est tien. Ils tuent les gens pour maintenir, pour garder au pouvoir. Et après, nous, on est contents. Moi, mon avis n'est pas taché de sang, hein. Jamais. Donc, je ne vais pas me mettre à côté de quelqu'un qui... Ce monsieur-là, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Ok, je continue. Neuvième point. 18 mois plus tard, toujours pas de clarification sur la mort de son père.
Moi, je dois tout entendre qu'on sait comment il est mort. Ok, bon, moi, ce que j'ai entendu ne me suffisait pas. Hein, parce que je peux entendre qu'on sait comment il est mort. Moi, je ne sais pas. Hein. Ça ne me suffit pas comme preuve. Parce que si on sait qu'il est mort, donc, ok, le fusée était à quelle distance? Qui a tiré? Et avec quelle couleur? Ah oui, oui. Allons au bout de la logique. Bon. Vous avez un scientifique ici. Donc, prenez pas pour un zéro si vous reconnaissez qu'il y a une valeur scientifique. Donc, ma question sera à cette hauteur-là et pas moi. Qui t'a pris pour un zéro? Non, c'est une façon de parler. C'est mon style là que j'ai adopté là aujourd'hui. C'est mon style. Allons-y, professeur Mbelek. C'est juste un style, non? Voilà. 10e point. Toujours pas de lien militaire avec la Russie. Ce que voulait Idriss Déby Itno. Le dossier était sûr. J'ai entendu ça hier, j'écoutais à la maison. Le dossier était sûr. Et toujours rien, zéro. Entre-temps, on est du côté de l'OTAN. Voilà. Alors, autre chose, je vais comparer les durées de la transition au Mali, parce que le Mali est un cas, pour nous, c'est un cas exemplaire, avec celle du Tchad. J'ai tout noté. Hein. Début du gouvernement de transition au Mali, c'était le 5 décembre 2020. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait 2 ans. On n'a pas encore atteint les 24 mois que celui-ci se fait sanctionner. Mais il a déjà fait 18 ans. Plus 24, bon, je vous ai dit. Or, le Mali, qui n'a même pas encore fait les 24 mois là, déjà au mois de janvier, on disait laisser le pouvoir. Au mois de janvier, on devait laisser le pouvoir d'après la CEDEAO. Au mois de janvier, là. Oui. Donc, il s'est passé déjà 10 mois, là. Donc, ça dit qu'en 23 mois, moins 10, en 13 mois, il fallait qu'il quitte le pouvoir. Celui-ci a déjà fait 18, là, au Tchad. Et il veut encore s'ajouter 24. Et on a beau dire, les impérialistes, là, ils ont beau dire qu'ils contestent, voilà, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des violences au Tchad, ils condamnent ça. Ok. N'empêche qu'ils condamnent, mais ils ne parlent pas des 24 mois, là. Ça, ils ignorent, donc ça ne les gêne pas trop. Si ça avait été le Mali, on rajouterait ça. Okay. Bon. Président, il ne faut pas faire la rhétorique. Il faut utiliser des arguments qui logiques et avec des faits. Allons-y, laissons le président continuer. Non, je veux qu'il soit à la hauteur de ma réponse. Je veux la satisfaction en sortant d'ici. Professeur Jean-Paul Bellec, voilà pourquoi je note pas te répondre. Oui, voilà, je note professeur Jean-Paul Bellec, justement, le président est en train de donner pour pouvoir affiner la réponse. Mais il faut qu'elle soit à la hauteur. Mais toi, tu es prof, tu vas noter, non? Alors, donc, maintenant, au niveau du Tchad, la transition commence le 20 avril 2021. Donc, elle a déjà fait ses 18 mois. Auquel on ajoute 24, ça fera 42 mois. Le Mali n'a même pas encore 24 mois. On est déjà derrière le Mali. Tous les jours. Si le peuple n'était pas derrière le gouvernement de transition malien, ils en seront aujourd'hui. Mais Mahamat, lui, est tranquille. Il a une base militaire française chez lui. Hein. Barkhane voulait même arriver. Barkhane ne s'est pas arrivé. Tous les militaires français qui sont partis voilà. au Mali, 80% sont au Tchad. Et nous savons tous les attentats faits au Mali. Hein, que les Français continuent à perpétuer là-bas au Mali. Okay. D'ailleurs, ils sont en accusation là, au niveau de l'ONU. Oui, mais alors que la base militaire française est là, elle est nombreuse. Et il s'est passé un attentat là au Tchad pour déstabiliser Mahamat Idriss Déby Itno Niet. Alors, écoutez, une proposition de logique, pour qu'on se comprenne bien. Parce que la première proposition, je sais que tout le monde va être d'accord. Je la lis. Hein. Allons-y, professeur. C'est une proposition mathématique, tout le monde va être d'accord. Si le gouvernement de transition est panafricain et soutenu par le peuple, alors la France-Afrique ne le supporte pas au-delà d'une certaine durée, en l'occurrence 18 mois. C'est un argument palpable. Non, on le constate. Non, le gouvernement malien étant panafricain soutenu par le peuple, on ne le supporte pas. Au Burkina Faso. Non, mais tout le monde est d'accord avec ça, non? Non, je suis pas d'accord. d'accord. Tout le monde est d'accord. Je suis pas d'accord. Président, tu es d'accord? Non. Tu es d'accord? Non, si tu es d'accord, vous êtes tous d'accord. Mais tu imposes. Non, vous êtes d'accord. Professeur Jean-Paul Bellec. Vous êtes d'accord. Non, c'est bon pour le débat. Professeur Jean-Paul Bellec, allez au bout. Ils sont d'accord. S'il vous plaît, cher monsieur, laissons-le arriver au bout de son développement, s'il vous plaît. Ils ne sont pas d'accord parce que ça vous joue la télé. C'est un désaccord de principe. Professeur Jean-Paul Bellec, ils ne sont pas d'accord. Non, je vais dire quelque chose avec ça. On peut avancer, professeur. Ok, tu es d'accord, président. Peut-être tu me l'imposes, j'ai pas le choix. Tu es d'accord. Moi, je suis pas d'accord. On n'est pas dans une dictature, le président n'est pas d'accord. Je sais qu'il est d'accord. Professeur Jean-Paul Bellec, allons-y. Il est d'accord. Allons-y, vas-y. Maintenant, s'il est d'accord avec ça, je dis qu'il est d'accord. S'il est d'accord avec ça, Taxi Saoudi, il est d'accord. S'il est d'accord avec ça, mais la contraposée aussi est vraie. Bon, comme il connaît cet exercice, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Je vais quand même le faire, président. Je le fais quand même. Je vais quand même le faire. Je fais la contraposée. La contraposée qui est équivalente, c'est quoi? Si la France-Afrique le supporte au-delà d'une certaine durée, c'est-à-dire il y a 18 mois là, le cas des Hamas, on a mis 18 mois. Voilà. Alors le gouvernement de transition n'est ni panafricain, ni soutenu par son peuple.
Ça, c'est contraposé. Je répète celui-là comme le fait Abdoulaye Maïga. Mais 2 fois, ça suffira. La contraposée, hein, elle dit. Si, c'est que les deux, ce que j'ai dit avant, je sais que tout le monde est d'accord, et ce que je dis maintenant sont équivalents. Maintenant, je dis la contraposée. Si la France-Afrique le supporte au-delà d'une certaine durée, donc des 18 mois qui viennent passer là, alors le gouvernement de transition n'est ni panafricain, ni soutenu par le peuple. Ça, c'est mathématique. C'est pour ça que le président dit qu'il n'est pas d'accord avec le premier. Évidemment, il savait que je vais dire que le truc c'est équivalent. Bon, ok, on passe. Alors, dans ce cas, je dis que la vie, hein, c'est pas, même si les femmes en font, mais c'est un don divin. Hein. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas de vie. Donc, nul n'a le droit d'arracher la vie d'un autre. Il n'y a pas de crime d'État, là, il faut justifier. Surtout on tire sur les enfants de 11 ans. Tout le monde a dit qu'on voit les enfants de 11 ans. Il va falloir justifier à la maman et au papa d'autrui. Ce sont les enfants. Voilà, il est sorti, il avait droit aussi, il aussi avoir une opinion. Juste pour parler comme ça, on l'a tué. Pourquoi? Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des... que certaines puissances n'ont pas profité pour faire une révolution de couleur. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens armés avec armes blanches. Mais d'ailleurs, armes blanches contre fusil, armes à feu, est-ce qu'il y a une comparaison? Mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas ça. Je dis que le gouvernement actuel est incompétent et il n'a pas l'intelligence suffisante. En tout cas, moi j'en pouvais les recul, n'ont pas l'intelligence suffisante pour gérer ce genre de choses. Donc le futur ne sera pas meilleur. Le futur est trouble avec ces gens-là. Ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Alors même s'ils ne peuvent pas partir tout de suite, parce qu'il y a un risque de révolution de couleur, mais qu'ils sachent qu'ils ne seront plus propres pour nous, ni pour leur peuple. Donc il faut qu'ils se préparent à faire... C'est pas la peine de faire leurs 24 mois. Il faut qu'ils se préparent à passer un relais à des gens un peu plus sûrs. Parce que eux là, ils sont disqualifiés. Ça c'est clair. Et l'avenir va le confirmer. Hein. L'avenir va le confirmer. On verra très bien que Barkhane va venir et qu'il n'y aura jamais rien avec la Russie. L'avenir va le confirmer dans très peu de temps. Et si j'ai tort, je serai le premier à reconnaître quelque chose. Et d'ailleurs, je serai gagnant toujours. Parce que si j'ai tort, moi je suis pour l'Afrique. Donc je serai quand même gagnant. Dans tous les cas, je serai gagnant. Pour moi, c'est gagnant d'office. Bon. Alors, et je dis qu'on ne peut pas justifier un crime de cette nature. Quels que soient les arguments qu'on va apporter, on ne peut pas justifier ça. Ça ne méritait pas, en sortant de cette conférence, soi-disant souveraine, ça ne méritait pas d'en finir avec du sang. Ici, il y avait une chose à éviter, c'était le sang. Là, il fallait utiliser de toute forme d'intelligence et éviter que le sang s'écoule. Voilà pour un premier jet. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. On a en quelque sorte fait le tour de la question tchadienne. Les uns et les autres ont dit ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. On vous rappelle que nous avons une deuxième thématique qui nous intéresse cet après-midi. C'est notamment la thématique sur le Mali. Mais avant de parler du Mali, on va permettre à chacun d'entre vous, également avec le concours de la réalisation pour essayer de rattraper le temps que nous avons perdu au début de l'émission, Président Bandakani, on va permettre à chacun d'entre vous de dire le fond de sa pensée pour sortir de cette première thématique, de ces deux premières thématiques en tout cas, en 4 minutes. On va dire 4 minutes, c'est suffisant, Dr Yamtimba, 4 minutes pour donner le fond de sa pensée? Une partie du fond en tout cas. Ah, vous avez 4 minutes alors. Je dis une chose qui est simple, que j'ai commencé à dire il y a quelques jours. L'objectif de notre présence ici n'est effectivement pas de nous lancer des cailloux. C'est pas ça pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour essayer de comprendre et partager cet effort de compréhension avec le public. Il peut être possible que nous ayons des points de vue divergents sur 2 ou 3 choses, mais c'est tout à fait normal parce que nous n'avons pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes idées ou les mêmes points de vue ou les mêmes aspirations, c'est fort possible. Mais bon, c'était peut-être pas la chose à laquelle je pensais. Et à partir de là, on peut avoir effectivement des divergences sur ce nombre de choses. Je dis encore que lorsque nous voulons nous échanger sur une question, il n'est pas nécessaire qu'on s'interpelle d'une façon désagréable individuellement. On peut développer une idée sans nécessairement interpeller énormément des gens. Ça pourrait aider parce que ce qui compte, c'est les idées que nous développons. Le premier rôle d'une armée n'est pas le maintien de l'ordre.
une armée n'est pas créée pour maintenir l'ordre dans un pays. Une armée est créée pour autre chose que cela. C'est d'abord et premièrement défendre l'intégrité du territoire et face aux agressions extérieures. Parce qu'il y a d'autres forces, d'autres catégories qui sont créées à l'intérieur, dans le cadre d'un État, pour maintenir l'ordre. Si une armée se lève et vous dit qu'elle veut justifier sa présence en disant qu'elle maintient l'ordre, il faut qu'il y ait un certain type des situations d'un certain type pour le justifier. Donc, je pense que nous devons tenir compte de ce genre d'éléments. Sinon, après, nous allons justifier, légitimer tout ce que toutes les armées feront dans le monde sous le prétexte de la légitimation, disons, du maintien de l'ordre. Et puis, de l'autre côté, lorsque nous disons qu'il y avait des jeunes de 11 ans, lorsque Sawadogo a détruit un drone français, nous, qui étaient beaucoup plus jeunes que ça, nous n'avons pas dit qu'il avait moins de 11 ans. Qu'est-ce qu'il faisait là? Nous avons applaudi, toute l'Afrique a applaudi, tout le monde a applaudi. Pourtant, Sawadogo, je crois qu'il doit avoir 8 ans. Il devait avoir 8 ans. Entre 8 et 9 ans. 8 et 9 ans. Donc, ce n'est pas un argument vraiment rigoureux que de dire que parce qu'il y avait des jeunes de 11 ans, alors ce n'était pas une manifestation. Sawadogo a détruit un drone français, il avait moins de 10 ans, donc et pourtant il est célébré en Afrique. Je pense également que nous pouvons parler entre nous sans nécessairement nous crier dessus ou nous donner des injonctions, des choses comme ça. C'est pas nécessaire. On peut se faire comprendre en parlant à voix basse ou en parlant normalement. Et non, disons oui, enfin on parle comme on veut, mais il peut y avoir des débits qui peuvent faire problème. Parce que l'objectif, c'est de nous entendre. L'objectif n'est pas d'écouter les uns pour préparer le coup qu'on va sortir, mais l'objectif est d'écouter chacun pour se demander qu'est-ce qui est important, quelles sont les leçons que nous tirons, qu'est-ce que nous formulons qui va dans le sens du combat que nous menons, qui va dans le sens des intérêts de l'Afrique que nous défendons bec et ongle tous les jours. Et aller de cette façon-là peut être, à mon avis, beaucoup plus constructif parce que l'objectif est de construire. L'objectif n'est pas d'avoir raison. Avoir raison dans le cadre, dans le champ dans lequel nous sommes investis, avoir raison, ça veut dire fermer la bouche de tout le monde, écraser tout le monde et être le seul. C'est ça qu'on appellerait avoir raison, mais ça n'a jamais rien construit et ça n'apporte pas, ça n'honore pas ceux qui nous ont précédés, ni même ce que nous voulons faire. Je pense que nous avons passé beaucoup plus de temps à parler des conséquences de la situation qu'il y a au Tchad qu'à parler des causes de cette situation. J'insiste là-dessus. Et cette approche est extrêmement importante parce que chaque fois que nous discutons, nous disons on a fait ci, on a fait ça, on a attaqué des hommes politiques, on a tué des militaires, ce qui est regrettable parce que s'attaquer à tout ça reste des vies humaines et puis des militaires, ce sont des personnes qui défendent leur pays et c'est des gens respectables. Au Cameroun, nous avons un type de conflit, nous avons une situation, disons une attitude assez particulière par rapport à nos militaires parce que nous savons ce qu'ils donnent et nous les remercions pour cela. Mais ce que je dis, c'est que si les militaires, si vous avancez l'argument lorsque nous sommes sur un plateau comme celui-ci, selon lequel le Tchad nous aurait beaucoup aidé et que laissant croire que certains ne le savent pas ou l'ont oublié, ce n'est pas bien. Ce que nous disons est un problème totalement interne au Tchad et nous n'avons pas à apporter des arguments qui peuvent semer le doute parce que je ne connais aucun Camerounais qui peut ne pas respecter l'armée tchadienne pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique tout entière. Et puis l'Afrique particulièrement, celle qui lutte contre le terrorisme. Donc je ne crois pas que ce soit des arguments constructifs comme ceux-là, parce que l'objectif n'est pas de gérer le discrédit sur les uns ou sur les autres, ça peut plutôt conduire, ça peut avoir l'effet inverse, et même ceux qui sont en face n'ont pas envie que le combat que tout le monde mène ici, les sacrifices que tout le monde fait, que ce soit finalement enterré dans des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. Ce que nous disons, c'est que la cause de ce qui arrive aujourd'hui, c'est malheureusement le fait que lorsque vous êtes, justement, on dit sa parole de militaire. Quand un militaire dit c'est 18 mois, c'est 18 mois. Il n'a pas à revenir dessus. Assimi Goïta a dit c'est 3 ans.
les assises nationales ont dit tu peux aller jusqu'à 5 ans. Il a dit c'est 3 ans, pas plus. C'est comme ça. Après, on ne va pas embrayer sur oui, mais il va se présenter, il ne va pas se présenter. C'est-à-dire, restons sur les principes. Le principe, c'est que quand vous avez dit 18 mois, c'est 18 mois. Au terme de 18 mois, vous dites, je vous ai dit, 18 mois après, je vous remets le pouvoir, je ne me représente pas, vous laissez et vous leur dites, gérer cette affaire. Mais les 18 mois vous auront justement servi à préparer comment est-ce que les choses seront gérées de manière sûre. De manière sûre. Parce que, ne nous leurrons pas, il n'y a pas que le Mali ou le Cameroun qui seuls sont menacés. Le Tchad fait partie de tout cet espace qu'il faut libérer et où nous devons nous assurer que les dirigeants doivent s'assurer que les choses soient justement ceux qui pensent que le dernier Idriss Déby Itno, le dernier, c'est-à-dire le maréchal dans ces derniers jours, ce qu'il avait préparé, qui pense que c'était important, eh bien, ceux qui vont lui suivre et qui vont lui survivre et qui vont décider de continuer son œuvre, il devrait savoir qu'il était devenu à ce moment-là quelqu'un qui était extrêmement intéressant dans la mesure où il défendait certains types d'intérêts qui étaient les intérêts des Africains. Et donc, quand vous dites j'ai 18 mois, eh bien, au bout de 18 mois, vous rendez le pouvoir. Sinon, vous vous fragilisez et vous donnez l'opportunité justement aux pions de l'Union européenne et de la France. Et je n'ai cessé de dire ici France, Union européenne, Occident, parce que pour moi, au fond, il n'y a aucune différence entre ces gens-là. C'est-à-dire que vous dites France, Occident, Union européenne. Vraiment, je ne vois pas de différence. C'est pour ça que dans mon propos, il y aura toujours... C'est lié. Et quand on va rappeler justement les cris d'orfraie de la France, ouais, on n'est pas mêlé à ça, on n'est pas... Mais c'est pas important. On sait très bien les conflits qu'il y a entre les États-Unis et la France et que les États-Unis ont décidé que la sous-traitance qu'ils accordaient à la France, ils n'en veulent plus, veulent être les acteurs de premier plan. Je veux dire que ne restons pas sur ce type de détails parce que c'est connu. Ce qui est important, à mon sens, Pour sortir, ce qui est important, à mon sens, c'est de dire que le chaos qu'il y a au Tchad là et la violence qu'il y a au Tchad là, nous devons essayer d'interroger les causes et pas rester sur les conséquences. On va faire de l'événementiel, c'est-à-dire les constats de qu'est-ce qui s'est passé, on a brûlé qui, on a brûlé quoi, on a cassé quoi. Mais en fait, le fond du problème, c'était quoi? C'est que, prenons un tel exemple, lorsque Poutine, en 2008, se rend compte qu'il est en fin de mandat et qu'il ne peut pas se représenter pour un troisième mandat, mais il lui est possible peut-être de revenir un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son dernier mandat pour former quelqu'un. Il prépare Medvedev, il le laisse, il le coach, il l'encadre, il le fait accéder au pouvoir et il reste en retrait. Les dirigeants actuels du Tchad, la dernière fois qu'on a eu une intervention, une émission ici, je vous ai dit peut-être qu'ils nous expliqueront ce qui se passe réellement, la raison pour laquelle ils ont pris les décisions qu'ils ont prises, alors que l'idée justement était qu'ils puissent arriver à mieux faire, à faire mieux que ce qu'ils ont fait, à travers par exemple, le respect de la parole de militaire. Un militaire vous dit 18 mois, c'est 18 mois, il n'a pas à revenir dessus. Parce que le principe de l'ordre, de la discipline et de la rigueur dans l'armée, c'est justement, j'ai dit une chose, c'est comme ça. Je ne peux pas donner à la fois un ordre, à la gauche, après je dis encore droite. Mais on ne comprend pas un officier qui va faire une chose pareille. Finalement, on va faire quoi? Or, le modèle, justement, du commandement, c'est celui-là. Un ordre, c'est un ordre, une parole, c'est une parole, point. C'est ça qui doit guider ces gens. Et puis, ce qui s'est passé au grand dialogue, c'est ça qui a donné le sentiment qu'il y avait une manœuvre. Qu'importe qui est derrière, moi je ne sais pas, vous avez parlé d'un opposant là. Succès Sansara. Oui, enfin, je ne sais pas trop pourquoi son nom s'est retrouvé là, vraiment. De mon point de vue, je n'ai pas très bien compris pourquoi son nom s'est retrouvé là. Mais qu'importe qu'il ait été mêlé, que ce soit lui, à travers lui qu'on était passé, en fait, tout ce qui a donné lieu à ça, c'est le fait que, la parole de militaire n'a pas été respectée. Nous partirons après 18 mois et nous aurons organisé les élections donc pour partir, et ils ne sont pas partis. Et puis, tout le monde s'est dit, mais s'ils ne sont pas partis, s'ils viennent donc dans le grand dialogue national à quelques semaines de la date annoncée de leur départ, et qu'il y ait ces différentes choses qui ont été organisées, tout le monde, ce que la plupart des gens ont compris, c'est que c'était une manœuvre. Et ce type de manœuvre en politique, on ne peut pas les justifier en disant simplement que c'était un grand dialogue, donc c'était le peuple qui s'est réuni. Non.
Vous avez bien vu que des militaires maliens ont dit à tout le peuple réuni dans les assises nationales, vous nous donnez jusqu'à 5 ans, mais nous, parole de militaire, c'est 3 ans, pas plus. On a dit 3 ans, ce sera 3 ans. La CEDEAO peut discuter comme elle veut, elle va dire partez dans 6 mois, c'est leur problème. Nous, c'est 3 mois, 3 ans. Et ils ont dit c'est 3 ans. Et quand vous regardez comment ils planifient les choses, c'est 3 ans. Point. C'est ça les éléments de crédibilité lorsqu'on est un dirigeant, lorsqu'on est en train de gérer un peuple. Vous devez donner, c'est des signaux de crédibilité et de sérieux. Et la raison pour laquelle ces manifestations arrivent, il y a ces 50 morts, les gens ont eu des armes blanches, il y a eu des enfants, il y a eu des révolutions de couleur, les Américains sont mêlés, ils ne sont pas mêlés. La question de fond, si 18 mois après, ces gars avaient passé ces 18 mois à préparer le pays, à s'assurer que nous sommes des militaires, nous allons rentrer dans les cavernes, et je vous rappelle que ce n'est pas forcément parce qu'on est au pouvoir qu'on assure la sécurité du pays. L'armée n'est pas premièrement créée pour être au pouvoir. L'armée est premièrement créée pour être dans les casernes. Mais ça ne veut pas dire que certains doivent être exclus en tant que citoyens de la compétition qui permet de conquérir le pouvoir politique. Si vous voulez conquérir le pouvoir politique, vous pouvez redevenir civil. Et donc, vous sortez de l'armée et vous redevenez civil. Dans des circonstances très particulières qui se sont produites, sur lesquelles on ne va pas revenir parce que c'est le passé, Eh bien. des militaires ont été au pouvoir pendant 18 mois, mais ils ont annoncé qu'ils partiraient. Donc, enfin, il y a quelque chose qu'il faut que... Il faut peut-être que sur laquelle il faut insister. C'est moi un peu de temps quand même. J'ai passé 2 heures à attendre. C'est moi un peu de temps. Au début, j'ai parlé 10 minutes. Je croyais qu'on irait longtemps, mais les autres ont parlé 30 minutes. Mais c'est quand même un peu de temps. Je pense que nous sommes dans une situation où il ne faut pas non plus qu'on ramène les débats comme si c'était les débats de personnes. Moi, je ne sais pas qui a une relation particulière avec Mahamat Idriss Déby ici. Moi, je n'en ai pas. Et l'objectif n'est pas d'en avoir. L'objectif est de se demander, dans le contexte actuel de libération où les peuples africains se battent, où le peuple africain se bat pour se libérer, pour conquérir une souveraineté nouvelle, que ce soit dans les pays tels qu'ils existent aujourd'hui ou que ce soit dans de grands ensembles, qu'on tente de construire, comme on essaie par exemple de construire la CEMAC, la CEAC, on essaie de construire la CEAC, et où les autres sont poussés à construire la CEDEAO, et que cela puisse peut-être arriver à un État sous-régional, ou peut-être que plus tard, et pour que plus tard on arrive peut-être à un État continental, ou qu'on pousse directement vers la construction d'un État continental. La question n'est pas de nous positionner dans des débats de télévision ou dans les débats publics par rapport à une personne. Les questions personnelles n'ont aucun, à mon avis, ça n'a pas de place ici. Donc il ne s'agit pas de Mahamat, il ne s'agit pas de quelqu'un. Moi, je ne sais pas qui l'a déjà rencontré ici, moi je ne l'ai jamais rencontré. Et quand même ce serait le cas, ce qui importe, c'est le Tchad. Et ce qui importe, c'est l'idée que les Africains doivent se libérer. Si il est établi aujourd'hui que ça a été, ces manifestations étaient instrumentalisées par les Américains et que les Américains seraient dans une position, parce que c'est possible, on l'a vu en Australie, on le voit de plus en plus, ils s'opposent aux Français, et que les Américains seraient en opposition avec les Français et l'Union européenne d'un côté, pour s'assurer d'avoir un pied, d'avoir de la présence en Afrique dans un certain nombre de pays, eh bien, ce qui importe, c'est comment nous exploitons de telles informations. Mais en réalité, si nous voulons être rigoureux, et c'est extrêmement important que nous soyons rigoureux, si nous voulons être rigoureux, nous devons quand même nous assurer que ce qui peut arriver dans nos pays doit être quelque chose qui de plus en plus construit des cadres, envoie des signaux et raffermit des actes de crédibilité. C'est extrêmement important. Je pense qu'il est possible que certains dirigeants pêchent soit par excès de zèle, soit par peur, soit peut-être qu'ils puissent même arriver à faire des choses qui pourraient éventuellement être justifiables, mais sans que personne ne comprenne pourquoi ils les ont fait. Ce qui se passe au Tchad, il n'y aura jamais aucun Africain pour être content qu'il y ait eu des militaires morts, qu'il y ait eu des policiers morts. Personne dans le cadre d'une manifestation publique. Personne en Afrique ne pourrait dire qu'il serait content qu'il y ait des gens qui soient tués. Mais nous disons une chose qui est claire. Il faut qu'en Afrique,
les dirigeants cessent de dire que le peuple n'a pas le droit de s'exprimer. Que les dirigeants cessent de dire que le peuple n'a pas... Les manifestations publiques sont interdites. L'un des combats politiques les plus importants dans un pays comme le Cameroun, c'est justement que l'État cesse d'interdire les manifestations publiques. Parce que interdire les manifestations publiques plusieurs fois a conduit justement à des heurts et à des clashs comme ceux-là. Et ça a été tellement brutal parce que l'armée, quand c'est l'armée qui vient réprimer une manifestation, l'armée, ce n'est pas une force de dialogue ou de discussion. De maintien de l'ordre. L'armée, ce n'est pas une force de maintien de l'ordre. L'armée est faite pour écraser tout ce qui est sur son passage. Parce que l'armée, quand elle passe, tout ce qui reste là, ça doit être tel que ça devait être point. Ou alors, il ne doit plus y avoir quelque chose qui conteste sa présence. Donc, nous devons, par-delà, j'ai entendu sur soulever des idées sur la gestion des manifestations. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit être fait, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais ce que je dis, c'est que l'évolution de la politique aujourd'hui en Afrique doit être telle que partout où les manifestations publiques sont interdites, nous devons nous lever pour dire non. Parce que c'est une façon de museler le peuple, de l'empêcher de s'exprimer. Et en réalité, qui nous dit que si le gouvernement tchadien avait autorisé cette marche, mais l'avait encadrée avec la même armée qui est accusée aujourd'hui, qui nous dit que si éventuellement il y avait une manipulation derrière, qui nous dit que cette manipulation aurait réussi? Puisqu'à ce moment-là, l'armée elle-même aurait pris ses dispositions, et je peux vous assurer que l'armée du Tchad sait le faire. On l'a vu à l'œuvre, on l'a vu débusquer Boko Haram, on l'a vu gérer le terrorisme au Mali, on l'a vu le gérer dans son propre pays. Ils savent ce que c'est des professionnels. Qui nous dit que cette armée-là n'aurait pas étouffé dans l'œuf d'éventuels fauteurs de troubles qui se seraient insérés dans la manifestation, à l'intérieur parmi les manifestants? Donc, je crois que nous pouvons avoir chacun son point de vue, mais nous devons savoir que les mécanismes profonds de gestion de nos États futurs, tels que nous les imaginons, doivent être tels que la priorité ne peut pas être donnée à l'ordre sur la vie des individus. La priorité est donnée à la vie des individus et le maintien de l'ordre doit viser uniquement et prioritairement comment préserver des vies. Si le maintien de l'ordre dit nous sommes face à une manipulation, à une révolution de couleur, à une machin, alors on va tirer sur les gens et on va donner des armes létales pour qu'on tire partout, c'est plus du maintien de l'ordre. C'est comme si vous étiez en situation de guerre civile, ce n'est pas possible. Donc, nous disons que le Tchad ne doit pas être considéré comme si les militaires ne sont pas au pouvoir au Tchad aujourd'hui, le Tchad va disparaître, ne disparaîtra pas. Le Tchad ne doit pas être considéré comme si ceux qui pensent que les militaires devraient rentrer dans les casernes font des délits de patrouillement ou de machin. Mon point de vue, c'est que personne dans aucun pays dans le monde ne doit être exclu de la compétition pour les mandats électifs dans son pays. Pas du tout. Il peut être élégant que certains qui sont restés au pouvoir pendant longtemps décident peut-être de se retirer, mais c'est leur choix. Seulement, on ne peut pas inférer de ce qu'on demande aux militaires de rentrer dans les casernes, ce qui est un principe républicain tout à fait connu, que les militaires, c'est pas, on n'entre pas dans l'armée pour devenir militaire. Si le capitaine du Burkina Faso qui est là, sur lequel je fonde par exemple beaucoup d'espoir, ou le colonel du Mali qui est là, si après ils deviennent des gens qui instaurent ce genre de situation et qui restent au pouvoir après avoir dit je reste un jour et puis le deuxième jour, le troisième il est là, je ne vois pas quel genre de crédibilité quel signaux il envoie, quel genre de crédibilité on en tire, et je ne vois pas du tout en quoi cela nous permettrait de lui donner du crédit ou de le respecter pour ça. Donc, vraiment, interrogeons les causes. Les causes sont toujours le moment où, en fait, le problème peut être le mieux cerné. Chaque fois qu'on reste sur les conséquences, sous le prétexte soit de l'émotion suscitée par la mort de certains, ou sur le prétexte de quelque chose quand même qui nous interpelle sur le fait, par exemple, qu'on puisse brûler des gens à l'intérieur d'un bâtiment, c'est quelque chose de terrible. Parce que nous, surtout les Camerounais, on a subi dans ce pays des épisodes où on a brûlé des gens, on a enfermé des gens dans des trains. Ça veut dire que quand vous dites ce genre de choses à un Camerounais, tout de suite il tremble.
On appelait ça le train de la mort, c'est connu. Vous dites ça à un Camerounais, tout de suite il tremble. Parce qu'il se souvient, c'est un souvenir traumatisant. Donc, même s'il y a ce genre de choses, demandez-vous qu'est-ce qui a fait que cela se produise. Parce que si vous restez à ce niveau, vous allez commencer à vous dire, oui, mais il y a des gens qui ont fait ci, il y a des gens qui sont instrumentalisés, il y a les révolutions de couleur. Mais est-ce qu'on aurait pu anticiper et empêcher la manipulation de se produire? Voilà le problème de fond. Et donc, en fait, la vraie chose qui est reprochée aujourd'hui au gouvernement, mais ce n'est pas le fait qu'il soit là. C'est le fait que ce gouvernement-là n'ait pas pris certaines dispositions, que des militaires n'aient pas respecté leurs paroles et que n'aient pas préparé des gens qui auraient pu leur succéder et qui auraient été prêts à tenir le pays pendant que eux, étant dans les casernes et gérant et étant dans leur rôle premier, qui est la sécurisation des frontières du pays et de toutes les agressions, eh bien, on aurait assisté à quelque chose d'historique. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous interdire des événements historiques importants où on voit par exemple un jeune général qui vient de passer 18 mois de transition dire, messieurs, je suis un homme militaire, d'ailleurs il le disait au début, ce que je suis c'est un militaire, ma place est à la caserne, je crois que c'est lui-même qui le disait. Et donc, 18 mois après, il dit, voilà, le pouvoir doit retourner aux civils, parce que notre rôle était de sécuriser le pays, et nous allons continuer notre mission militaire, qui consiste à sécuriser les frontières de notre pays, et à nous assurer qu'il n'y ait pas tout ce qui est éventuel risque de guerre civile, machin. On gère le pays, le renseignement, et on le sécurise. Donc voilà ce que nous disons. Ça ne doit pas donner lieu à une explosion sur le plateau, mais ça peut arriver, on peut comprendre que beaucoup d'Africains soient préoccupés, effectivement, aujourd'hui, par comment faire pour nous en sortir avec les coups qui viennent de partout. Quelquefois, quelque chose vous paraît être simple, mais ça peut être beaucoup plus complexe que vous ne croyez, et après vous découvrez que les coups venaient peut-être de 10 000 côtés, et on ne peut pas forcément tout contrôler. Donc, mais nous ici, ça doit ressembler plus à un cénacle stratégique qu'à ce que j'ai vu cet après-midi, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que notre rôle, c'est d'éviter aussi de nous fragiliser en laissant s'élargir des fissures qui demain deviendront des fractures. Notre rôle est de nous assurer que face à ces gens-là, contre lesquels nous avons gagné une guerre de communication terrible depuis plus de 10 ans, qui aujourd'hui ne savent plus quoi faire. Même leurs propres présidents européens, américains ne savent plus quoi dire par rapport à l'Afrique. Nous avons gagné cette guerre, nous ne devons pas faire la fine bouche pour ça. Nous devons nous assurer d'être le point serré contre lequel on ne peut rien. Si nous avons d'éventuels points de divergence qui peuvent exister parce que nous sommes des êtres humains, parce que effectivement nous considérons que nous constituons une intelligence collective et pas autre chose, parce que nous nous enrichissons les uns des autres. On ne peut pas tous penser de la même manière. Pas du tout, mais attention, il faut considérer que le point de vue de chacun vient enrichir voilà. Un point de vue personnel. Et c'est ça qui nous a permis cette première victoire. Et cette première victoire, nous devons la consolider. Et la voie de sa consolidation passe aussi par, demain, la conquête des mandats électifs. Et ces mandats électifs que nous devons conquérir, on va sortir par là, doivent être fondés sur le fait que, quand bien même nous ne serions pas d'accord sur une chose ou deux, nous devons toujours être d'accord sur les principes. Et les principes du panafricanisme sont, entre autres choses, d'être toujours cohérents, d'être toujours rigoureux, de nous assurer que nous n'avançons pas trop. Parce que tout à l'heure, quand on parlait des conclusions sur l'enquête sur la mort du président Déby, bon, sauf si je me trompe, moi je n'ai pas vu d'enquête de conclusion officielle. Et comme il n'y avait pas de conclusion officielle, je rappelle toujours que peut-être il vaut mieux ne pas trop se prononcer de façon péremptoire sur cette question, mais ça ne veut pas dire que sur la mort de Déby, il y a un seul ici parmi nous qui donnerait qui que vous soyez, qui ait participé à la mort de Déby, vous pouvez être sûr que, à moins que je me trompe, mais sur ce plateau, personne ne vous donnera le moindre crédit parce que, 1, c'était un être humain et il n'y a aucune raison que vous ôtiez la vie à un être humain. 2, c'était un père de famille et il n'y a aucune raison qu'une famille reste en deuil et que le père ne soit plus là. 3, le Déby qui se dessinait
était une, comment on appelle ça, une repentance par rapport à tout ce qu'on lui avait reproché au début, par rapport à ses alliances qu'il avait eues au début. Et c'était l'homme qui pensait que cette Afrique nouvelle, celle que lui, le père de famille, pouvait laisser à ses enfants, devait être une Afrique totalement indépendante, souveraine et absolument, et vivant absolument de son droit à se développer et de ce que le professeur Touadéra appelle aujourd'hui le droit à la richesse. Donc, restons sereins, assurons-nous de toujours nous parler comme il faut. Il ne faut pas du tout que sous une forme ou sous une autre, les autres commencent à s'imaginer que ce qui a fait notre union sacrée grâce à laquelle nous les avons battus sur le plan de la communication dans nos pays hier, qu'il y a la moindre chance pour peut être utilisé comme une faille. d'être utilisé contre eux. Merci à vous, Dr Yamtimba. La réalisation me fait déjà de grands signes, mais on va rester sur ce plateau pour permettre à chacun d'entre vous de dire son mot qu'on va considérer comme un mot de fin. Maître Janvier Momo, à vous également. Je tiens à dire que moi, je m'appelle Momo Janvier. Je suis l'un de ceux qui a soutenu Mordicus, Mahamad Idriss Déby Itno. Pas à cause de son patronyme, mais à cause de la bravoure dans le champ de bataille. C'est un enfant qui n'a pas grandi au palais. La direction d'Afrique Média m'a demandé pourquoi je l'appelle enfant. Il est enfant. Enfant de Déby, il n'a pas grandi au palais. Il a grandi dans un autre environnement. Et au Mali, en 2013, pendant l'opération Serval, c'est le seul qui est entré dans les Ifogas. C'est le seul qui a traqué les terroristes. J'ai dit, j'avais et je continue d'avoir toute son histoire militaire. Je suis l'un de ceux qui le plus, connaît en profondeur ce qu'on appelle les politico-militaires au Tchad. Retenez que 99,99% des partis politiques au Tchad ont une branche militaire. Même le MPS. Effectivement. Déby est parti d'où pour prendre le pouvoir? Donc au Tchad, c'est une particularité politique. Moi, je n'ai prononcé le nom d'aucun opposant. Ils ne me disent absolument rien. Je regarde le sang qui s'est versé. Ce sang est intolérable. C'est pour cela que dans mon exposé, j'ai dit une manifestation des rues au Tchad, ce n'est pas un théâtre d'opération contre Boko Haram. Je continue à le redire. Et l'inquiétude de ce gouvernement de transition, qui n'a pas une légitimité populaire. Parce qu'au Mali, les militaires sont venus accompagner les mouvements civils, les mouvements sociaux. C'est différent. Au Tchad, le président Déby est mort au front. Et ce n'est pas celui qui était à la tête de la rébellion qui a pris le pouvoir au Tchad. Et lorsqu'on dit que le pays était attaqué, mais oui, le pays n'était pas généralement attaqué. La partie où elle est attaquée, on déclare l'état d'urgence et on continue. Ça, ce sont des mécanismes de gestion du peuple. Je continue à dire que ce sang tchadien qui s'est versé, c'est le sang africain. Nous devons apprendre à l'extérieur que le sang africain coûte cher. Que les Africains ne sont pas des mouches susceptibles de tomber à chaque occasion. Alors, le 14 mai 2022, il y a eu une marche au Tchad. Dr Yamtimba, le professeur Mbelek, mon président Bandakani et mon frère Bertrand Tachinda. Le 14 mai 2022, il y a eu une puissante marche au Tchad. Celle du 20 octobre ne pouvait même pas équivaloir à celle du 14 mai dernier. Quel était le but? Et qui étaient les organisateurs? La cause, c'était quoi? Les populations tchadiennes ont constaté que le dispositif militaire étranger était devenu exorbitant. Mais d'où viennent ces hommes en treillis? D'où viennent ces étrangers? C'était le 14 mai 2022. Mais qui est au pouvoir au Tchad? Qui est au pouvoir au Tchad?
Les populations ont engagé une marche contre la France. Les organisateurs, c'est qui? L'Union des syndicats du Tchad, le syndicat des commerçants fournisseurs, le rassemblement des cadres de la société civile et l'association pour la liberté d'expression. Voilà les 4 personnes qui étaient les organisateurs de la marche de la manifestation du 14 mai 2022. Il n'y avait aucun parti politique. Aucun. De quoi parlait-il? Ils disent, ces Français, ils nous étouffent. Même dans des villes, à la population moindre, nous avons l'impression qu'ils sont plus nombreux que nous. Et ils ont fait une marche au Tchad, ils ont détruit les biens français. Ils sont même allés jusqu'à l'ambassade de France. Exactement ce que vous avez vu au Mali. Sauf qu'il n'y a pas eu incendie à cet endroit. Ce sont des messages. Mais si c'est le peuple qui envoie ces messages au pouvoir de transition, pourquoi vous voulez m'interdire que ce gouvernement a une virée française ou une virée occidentale qui ne dit pas son nom? Et lorsque nous voyons comment, à la fin de la transition annoncée par les militaires, par le gouvernement qui est là, la mollesse de ceux qui fustigent le Mali tous les jours et disent que la transition au Mali ne doit pas excéder 6 mois. Quand vous regardez la mollesse intellectuellement, vous comprenez que quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas debout. C'est pour cela que, à l'entame, j'ai parlé d'un permis de chasse, que nous avons peur que le gouvernement de transition du Tchad n'ait eu son propre permis de chasse. Le permis de chasse que l'Occident donne, c'est tuer et ne pas être inquiété. C'est le permis d'un 3e mandat qu'on tait le nom alors qu'à côté, on fustige, on tire à boulet rouge. C'est un autre 3e mandat. C'est ça notre raisonnement sur le plan intellectuel. Je n'ai prononcé le nom d'aucun opposant. Je n'ai pas le temps avec eux. Parce que les manifestants, ceux qui ont été tués, je les vois couchés, il n'y a personne qui porte le t-shirt d'un parti politique. Et même s'ils portaient le t-shirt d'un parti politique, ce sont des choses qui arrivent à un moment donné dans la vie. Le sang que nous luttons, pour lequel nous refusons qu'il ne soit pas versé, c'est le sang que tu obtiens à ta naissance. Comme le docteur Yamtimba, vous souhaitez comprendre où Mahamat Idriss Déby veut nous amener. Ce sont des signes. Il faut faire attention. Je reviens sur le G5 Sahel. La présidence est tournante. J'ai dit, elle est tournante. Pourquoi autour du Mali, il y a eu problème? Qu'est-ce que le Tchad a donné comme justificatif officiel? Ils ont écrit une lettre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord que le Mali abandonne. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce sont d'autres signes qui font réfléchir. Et nous savons quelle est la puissance qui voulait happer le G5 Sahel. Mais c'est la France. Ce sont des signes qui nous font réfléchir. Donc pour moi, je pense à un moment donné qu'il est de mon droit en tant qu'un être libre d'interpeller ce pouvoir de transition. Interpeller en disant quoi? De continuer à écouter le peuple. D'écouter le peuple. D'écouter profondément les aspirations du peuple. Quand vous me dites que les manifestants étaient armés, je tiens à vous rappeler que le Tchad a le plus grand service de renseignement d'Afrique. Disons en Afrique centrale. Le Tchad a le plus grand service de renseignement. Le Tchad on ne surprend pas le Tchad en matière de défense et en matière de sécurité. Monsieur Wafo, retenez-le. J'ai dit, on ne surprend pas le Tchad en matière de renseignement, en matière de défense et en matière de sécurité. Si les Tchadiens étaient au courant, si les services de renseignement tchadiens étaient au courant que cette manifestation sera infiltrée, ils auraient pris d'autres dispositions et ils avaient la possibilité de prendre chacun chez soi. Nous savons la puissance du service de renseignement tchadien. Et ils prêtent cette puissance de service de renseignement au gouvernement de l'État du Cameroun. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des fiches de renseignement qu'on exploite au sommet de l'État du Cameroun qui vient du Tchad. Je sais pertinemment de quoi je parle. Donc pour nous, il n'est pas question de nous tirailler. Il est question de regarder droit dans les yeux que est-ce qu'il n'y a pas de dérive au niveau de N'Djamena? Mais oui,
est-ce qu'il n'y a pas de dérive? La marche du 14 mai 2000, c'était pas une marche 2022, c'était pas une marche des partis politiques. Ils ont saccagé le patrimoine français. C'était une marche contre la France. Notamment Total. C'était une marche contre la France. Alors, si le peuple interpelle leur président, à plus forte raison, moi. Parce que c'est une marche qui devait faire réfléchir ce pouvoir. À un moment donné, on était en mai. Nous n'étions pas en octobre. Donc, ils devaient déjà comprendre, à un moment donné, que si la transition posait des actes qui ne sont pas qui ne corroborent pas avec les intérêts des aspirations du peuple, il doit avoir des couacs quelque part. D'où cette marche et cette répression du 20 octobre dernier. Je dis personne, moi je m'appelle Maître Momo Janvier, personne n'a expliqué à la galaxie panafricaine mieux que moi qui était le Mahamat Idriss Déby Itno. C'est un homme du terrain. Je dis c'est un homme du... Je regrette même qu'il soit à cette transition. Parce qu'il servirait mieux le Tchad et mieux la CEMAC hors de la présidence. Parce que je pense que là, il est cloîtré entre quatre murs. C'est un homme du terrain. J'ai toutes les archives de l'opération Serval au Mali. Il était avec le comme-chef, le général Bikimo. Il était l'adjoint au comme-chef, au commandant en chef des Fatim, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. C'est eux qui ont subi les plus grandes pertes au sol en République du Mali pendant l'opération Serval. Et ce grand homme a prouvé qui il était. Mais j'ai le droit de l'interpeller, que nous n'avons pas besoin de voir le sang tchadien se verser sous lui. Personne ne peut m'interdire ce droit. Personne. Je suis un homme libre. Personne. Et je continue à dire, nous sommes des panafricanistes. On va sortir par la Maître Janvier. Oui, je sors par là. Nous sommes des panafricanistes. Lorsque je parle de la phagocytose française, le premier ingrédient que je prends, c'est la marche indicative du 14 mai 2022. C'est moi qui ai demandé aux Tchadiens d'aller s'occuper, entre guillemets, des biens de la République française en République du Tchad. Non! Le peuple est sorti pour s'exprimer. Alors, Barkhane est parti du Mali. Et j'ai coutume de le dire, que la situation de certains pays voisins au Mali ou de certains pays amis au Mali, nous on ne comprend pas. Parce que le Mali souffre d'un cancer. Le Niger souffre du même cancer. Le Burkina Faso souffre du même cancer. Le Tchad souffre du même cancer. Mais lorsque le Mali dit que le médecin du monde que vous m'avez envoyé, qui était la France, est venu avec 3 médicaments différents. Serval, Takuba et Barkhane. Ces médicaments n'ont pas soigné la maladie. Moi, je demande aux médecins de partir. Le Niger dit, tu es le plus grand médecin, viens. Même le Tchad aussi. Le dispositif qui est parti au Mali, une grande partie se retrouve au Tchad. Mais non des discussions logiques à ce niveau. Donc moi, j'ai le droit de demander au gouvernement de transition, mais attention. Effectivement. Merci. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Je vais me tourner à présent vers vous, Bertrand Tatinda. Maître Janvier Momo, comme je le disais il y a quelques instants, tout comme le docteur Yamtimba, veut comprendre où Mahamat Idriss Déby Itno est en train de vouloir ramener le Tchad. On a éventuellement, il a évoqué, en tout cas bien fait d'évoquer cette marche du 14 qui était une marche contre la France et contre les intérêts français du côté du Tchad. C'était là où le peuple tchadien avait donné son dévolu. Maître Janvier Momo l'a également rappelé. Mahamat Idriss Déby Itno et toute la transition, ils ne jouissent pas d'un soutien populaire comme c'est le cas peut-être au Mali. Leur soutien, ils doivent le construire au jour le jour. Est-ce que, rapidement, avec vous, Bertrand Tatinda, Mahamat Idriss Déby a les moyens, la possibilité de construire cette légitimité-là en suivant les aspirations du peuple? Parce que même dans les manifestations qu'on a présentées, on voyait des jeunes Tchadiens avec des drapeaux russes, avec la manifestation, combinée à la manifestation du 14, on peut aisément croire que le peuple tchadien est farouchement opposé à ce que la France continue à se maintenir au Tchad. Est-ce que, d'après vous, Mahamat Idriss Déby ne doit pas construire sa légitimité populaire en suivant ces aspirations-là? Peut-être qu'il construira sa légitimité populaire. C'est ce que je peux appeler la première partie de la transition.
il était au sein d'un conseil militaire de transition. Et nous l'avons toujours dit ici, au sein, même à la tête de la haute hiérarchie militaire du Tchad, il y a des tiraillements. Ils ont un véritable problème là-bas, un problème d'ordre ethnique. Et j'avais expliqué ici que sur les 15 généraux qui constituaient le conseil militaire de transition, il y avait pratiquement les 2 tiers qui étaient Zagawa. C'est une rivalité interne au Tchad. C'est une spécificité de l'armée tchadienne. Mais, sur les dernières années, le maréchal Déby a réussi à domestiquer toutes ces rivalités. Effectivement. Et pouvoir en faire un commandement unique dont lui, il était le chef et il était reconnu par tout le monde. Je crois que c'est ça qui a inspiré la hiérarchie militaire de porter le choix sur Mahamat. Parce qu'ils se sont seulement posé la question de savoir, en termes d'âge, il est sans doute le plus jeune. Parce que quand vous voyez la photo des 15, Il doit être le plus jeune. il doit être le plus jeune. Je n'ai pas l'acte de ça, mais il doit être le plus jeune. Il est le plus jeune. Mais du fait que c'est son père qui a construit l'armée du Tchad, du fait que son père a domestiqué les antagonistes, du fait que son père a donné de la fierté au Tchad, et que toute l'armée s'est reconnue en son père, je crois qu'ils ont vu une forme, entre guillemets, de succession, de continuité. Un peu comme à l'ouest du Cameroun, où on vous désigne successeur d'une famille en vous désignant comme étant le symbole du père décédé, mais qui doit conduire la famille effectivement comme lui. Je crois que c'est un principe qui a joué au-delà de ses prouesses sur le terrain. Deuxième des choses, élever la voix ici n'est pas élever la voix contre nos frères panafricanistes. Je consulte mon frère Timba sur d'autres sujets que les sujets panafricanistes. Et la première phrase que je suis en train de dire en lui disant, c'est qu'il a été extrêmement brillant cet après-midi sur un autre plateau de télévision. Mon frère Janvier Momo travaille avec moi sur d'autres sujets. C'est élever la voix contre un pays qui nous tient à cœur. Il n'y a pas de Cameroun sans le Tchad, il n'y a pas de Tchad sans le Cameroun. Et s'il y a un pays qui a souffert de la déstabilisation du Tchad, c'est aussi le Cameroun. Mon père y a failli laisser sa vie. 1979, il a su la grande instance à Pousséry. Le lendemain d'un procès criminel, un obus tombe à Pousséry dans l'hôtel dans lequel il est. Il échappe de justesse à la mort, il décide de rentrer. Nous sommes à l'époque à Garoua, qui était la grande province du Nord. Le Grand Septentrion avait une province qu'on appelait Garoua. Le célèbre gouverneur était le père de notre ministre aujourd'hui, Alamine Ousmane Meh, le père Alamine Ousmane Meh. Ça fait que tous les fonctionnaires de la province du Nord, eh bien, exerçaient en fait des tutelles dans des départements et se déplaçaient dans des départements à Pousséry. Si je parle de ce cas, c'est parce qu'il est rentré pratiquement avec la chemise et le pantalon ayant laissé le costume. L'hôtel avait explosé et un obus avait explosé en Djamena parce que des factions politico-militaires dans un désaccord politique étaient entrées en guerre. Il est arrivé un moment au Tchad où pour partir d'un quartier à un autre, il fallait un laisser passer. Parce que des politico-militaires étaient dans un gouvernement d'union nationale et avaient des hommes sur le terrain. Goukouni, Issenabré, Kamougué, Ntchet El Oumar, tout cela, et ils étaient dans un gouvernement d'union nationale. Nous avons au Cameroun juré avec nos frères tchadiens qu'on ne veut plus ça. La troisième des choses qu'il faut dire sur cette affaire, c'est que la Tchad appartient à la CEMAC et à la CEAC. Ils ont une autre conception de gérer des problèmes d'ordre sociopolitique et des problèmes politiques. Quand Dr Dia est arrivé au pouvoir à Bangui, la CEMAC ne lui a pas imposé un calendrier de transition et la CEMAC n'a pas suspendu les instances. Je parle de la CEMAC. La CEMAC a une autre façon. La CEMAC, certains considèrent que c'est un syndicat de chefs d'État qu'ils soutiennent ceux qui arrivent au pouvoir. Mais ils sont plutôt dans une démarche de concertation et dans une démarche, comment je peux dire, de diplomatie silencieuse. Parce qu'ils estiment que les interférences étrangères sur un pouvoir certes illégitime qui est arrivé à la tête de l'État ne résout pas le problème. Ils sont plus dans la conciliation. Donc ils sont plutôt dans une diplomatie souterraine. La preuve est que le président Biya va offrir asile à Bozizé au Cameroun avant de lui demander de partir, sans pour autant être dans une négociation directe avec Dosto Dia, mais offrir asile à Bozizé, mais encourager
je crois le président Ali Bongo, qui à l'époque était président de la CEMAC, a mené des discussions et voir dans quelle mesure on peut rétablir l'ordre à Bangui. Dans les calendriers du genre de la CEDEAO, qui imposent des calendriers à des États, dont on sait que ces calendriers sont guidés par d'autres, la CEMAC n'a pas cette approche et la CEAC n'a pas cette approche. La troisième des choses qu'on peut dire dans cette histoire, c'est que l'armée tchadienne, c'est pas faire offense à l'armée tchadienne. L'armée tchadienne est une armée brutale. Et le maintien de l'ordre au Tchad, j'ai envie de dire, il est particulier. se confond avec même les actions de l'armée tchadienne. C'est-à-dire, quand vous marchez dans Djamena, vous voyez autant de treillis militaires au point où vous vous demandez, est-ce que c'est l'armée tchadienne qui assure le maintien de l'ordre ou bien l'intégrité du territoire? Et c'est là où mon frère Momo m'enseigne en me disant, monsieur Tatinda, c'est le service de renseignement et de sécurité. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu vois en treillis là, il y a certains en civil, dont le Tchad est en guerre permanemment. J'ai envie de dire, c'est un pays en guerre. C'est-à-dire, c'est un pays en guerre. La preuve, 99% d'hommes politiques sont des politico-militaires. Tu appelles ça comment? Quand sur la place politique, tu as tous les acteurs politiques sont des politico-militaires. Le pays en guerre. Le pays en guerre. Dans l'armée, même une bagarre entre deux civils dans la rue, c'est l'armée qui intervient. C'est l'armée qui intervient. Et c'est en ça que nous expliquons que cette situation-là doit mener une forme de responsabilité à ceux qui sont dans l'opposition. Il ne s'agit pas de faire un débat ici, de dire ceux qui sont plus pour les 50 morts et tout. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Mais il s'agit de dire que comment on peut construire un Tchad dont nous rêvons, un Tchad avec une forme de tolérance, c'est-à-dire un Tchad, je n'ai pas envie de dire un Tchad démocratique, mais un Tchad panafricaniste, quand la classe politique, une partie de la classe politique ne le veut pas. Moi, j'étais contre le dialogue de Doha. Parce que je me disais, il n'y a pas de sincérité à Doha. J'ai questionné Mahamat de dire, mais monsieur Mahamat, comment vous pouvez discuter même de la présence du FAC dans le dialogue de Doha? Mais c'est le FAC qui a assassiné votre père. Comment ça peut se discuter? Comment on peut même donner le culot au Qatar d'organiser des pourparlers, du pré-dialogue avec la présence du FAC? Et le FAC ne va pas se contenter de dire qu'il ne participe pas. Le FAC va y même poser ses conditions. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas avoir la conscience de dire que mais on a causé un gros préjudice au Tchad, c'est-à-dire assassiner le maréchal. Ils ont refusé les conditions du gouvernement. Avant de se retirer et de dire que toutes les conclusions ne s'appliquent, ils ne se reconnaissent pas dedans. Le nom de Massa apparaît ici. C'est moi qui le mets sur le plateau. Effectivement. Parce qu'il est co-organisateur de la manifestation qui a eu lieu. Il n'aurait pas dû le faire. Un homme responsable n'aurait pas dû le faire. Il aurait dû venir au dialogue. Et au dialogue, au sein du dialogue, refuser absolument que la transition soit prorogée. On ne l'aurait pas tué. Vous savez même pourquoi on a prorogé la transition? Parce que la quasi-totalité d'opposants ont claqué la porte, ils sont partis. Qui sont restés? Ceux qui avaient intérêt à proroger la transition et ceux qui avaient intérêt à prendre une disposition disant que tout Tchadien qui respectera la loi pourra se présenter aux élections. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit que le président Kaka doit se présenter. Ils ont dit tout Tchadien, même s'il appartient au conseil militaire de transition, pourra se présenter aux transitions. Mais quand vous claquez la porte de dialogue, et c'est ce que nous expliquons, nous avons eu ce problème ici en 92, où le plus grand parti de l'opposition, à l'époque, je peux dire j'étais militant de ce parti, le SDF, qui tenait la rue, on respectait les mots d'ordre de boycott du SDF, on était en Europe et à l'étranger, a refusé d'aller à une élection. Résultat des courses, l'opposition n'a jamais eu la large majorité qu'elle aurait pu être et mettre même des dispositifs constitutionnels qui auraient rendu extrêmement difficile la modification constitutionnelle et à présent il y a de la faire sauter. Monsieur Janvier est juriste, il sait qu'on peut mettre des dispositifs qui font que pour faire sauter le verrou, vraiment, c'est-à-dire tu vas souffrir pour faire sauter le verrou. C'est-à-dire ils mettent même un référendum, mais donner même un minimum de participation qu'il faut à ce référendum pour que le référendum soit valable. Mais l'opposition avait claqué la porte, elle n'y est pas venue, elle ne s'est pas présentée, elle a joué la chaise vide. Ça fait que ceux qui étaient donc au dialogue, qui étaient représentatifs, ont décidé, donc ont profité. J'ai même envie de dire que
ils ont On profitait de la situation. C'est-à-dire qu'ils ont créé, comment je vais dire, un passement de jambes et ils sont allés sur des fausses pistes qui ont versé l'opposition. Sont sortis et quand l'opposition est sortie, la veille de la clôture du dialogue, ils ont voté ces deux dispositions. Ils se sont dribblés eux-mêmes tout en regardant le ballon. Même, qui donc n'a pas été une prorogation de fait de M. Kaka. Tout ce que Janvier dit sur le général est vrai. Maître, il n'a pas grandi avec son père. Non. Le nom Kaka, vous savez d'où ça vient? De sa grand-mère. Kaka en Son arabe, père était au palais, mais lui, il était dans la maison de sa grand-mère modeste. Et il disait toujours à son père, je veux être officier. Et son père l'a vu à Aix-en-Provence dans une école d'officiers. C'est là-bas, c'est-à-dire quand il passe son bac au lycée Montaigne, il va dans une école, il dit, tu veux être officier? Mais sache que tu n'es pas fils de chef d'État. Tu es officier, tu iras sur le terrain, comme tout le monde. Ça fait que vous trouvez au Tchad énormément de généraux. Ils n'ont pas la doctrine militaire du Cameroun, c'est-à-dire que les généraux obtiennent les galons à partir du terrain et de la bravoure. Effectivement. Ça veut dire que vous pouvez être, entre guillemets, ce qu'on appelle analphabète et être un général. Même un général de division. Parce que sur le terrain, vous démontrez votre bravoure. C'est ça qui fait qu'on vous élève au rang de général. Or, nous aussi au Cameroun, il faut d'abord être diplômé d'une école militaire interarmée. Il faut avoir un certain nombre de services. Et c'est même souvent la nomination administrative et décrétionnaire du président qui vous élève. Parce que dans l'armée, la progression s'arrête à colonel. Et maintenant, effectivement, le c'est le dernier grade. de façon exceptionnelle à récompenser ses meilleurs militaires. Au Tchad, c'est pas ça. Au Tchad, c'est pas ça. Vous pouvez être entré dans l'armée du Tchad avec un petit diplôme BPC. Vous êtes un général. Parce que sur le terrain, vous êtes imbattable. C'est-à-dire c'est la bravoure qui vous élève. Donc vous voyez donc que quand on voit cette situation au Tchad, on a envie de dire, est-ce que ça valait la peine 50 morts? Parce qu'il faut attendre 18 mois avant aux élections. Il a quand même donné un gage de mettre secrétaire général de la présidence en disant, c'est un homme. C'est-à-dire, les histoires où la famille, il faut le dire, et on le disait ici, au temps du maréchal, la famille avait encerclé la présidence Janvier. C'est-à-dire qu'il y avait un pillage. Le maréchal pleurait à la télévision, il dit, mais arrêtez de voler, c'est quoi cette histoire? Un opposant de dire, je veux restructurer les services administratifs de la présidence et mettre quelqu'un qui s'est toujours battu. Je crois même que c'est le seul qui a décidé de ne plus être politico-militaire. Le premier ministre, le seul. Il a coupé véritablement avec ce qu'on appelle les branches armées. Ça, les Kebzabo. Non, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu lui mettre la pression, l'accompagner pour qu'il mette une loi électorale? On va sortir rapidement, Bertrand Tatinda. Qu'il mette une constitution consensuelle et on va à des élections apaisées. Je vous donne le nombre de dialogues au Tchad. Pour sortir. 1993, conférence nationale. La quasi-totalité des politico-militaires sont présents. 5 ans après, le Tchad est attaqué sur le plan militaire. 1996, regrand dialogue national. On sort la première mouture de la constitution tchadienne. 2 ans après, le palais présidentiel tchadien est attaqué. 2018, 2020. Le maréchal fait 2 dialogues. Il va même sur le plan institutionnel plus loin que dans mon pays, le Cameroun. Si vous regardez, là, avant qu'on ne dissoute, on ne fasse dissoudre les institutions, le Tchad était allé plus loin. C'est-à-dire les juges suprêmes étaient élus au Tchad. Ce qui n'est pas mon cas. Les juges suprêmes au Cameroun sont nommés. Au Tchad, ils étaient élus. Il va loin. Le maréchal dit même, vous voulez la limitation de mandat? Mettez la limitation de mandat sur mon mandat, je vais partir. Sur ce plateau, j'avais attiré l'attention des dangers de la limitation de mandat. C'est-à-dire que le deuxième et dernier mandat du président, c'est crise politique. Ça veut dire que même son chauffeur roule déjà pour un acteur politique. C'est crise politique sur crise politique. Mais le maréchal, tout ça dans un besoin de paix, disait, si c'est limitation de mandat, mettez limitation de mandat. Il n'y a pas de problème. Mettez-moi, je veux juste que ce pays ne replonge plus jamais dans ses travers. 2022. Dialogue national. Quand vous n'avez pas d'acteurs sérieux, quand vous n'avez pas d'acteurs sincères, Janvier a raison de pleurer, que nous ne voulons plus voir ça au Tchad. Mais comment vous construisez un pays moderne, respectueux des lois, quand une partie de la classe politique n'est pas sincère? C'est-à-dire que le pouvoir à tout prix et par tous les prix. Voilà tout ce que nous disons. Il ne s'agit pas ici que vous voulez mon sentiment? On va sortir rapidement, Bertrand Tatinda. Je suis pratiquement convaincu que le maréchal Kaka ne se présentera pas. Si je me trompe, je me trompe. Un peu comme le professeur Mbelek. Je suis pratiquement convaincu qu'il ne se présentera pas. C'est un militaire. Parce que c'est un homme de terrain. Parce que c'est un homme de terrain. Je suis pratiquement convaincu qu'il se présentera. Mais il n'est pas interdit que le parti du président Déby ait un candidat. Mais il est tchadien. Il a la possibilité de se présenter. Effectivement. Et si le président, le candidat du président Déby,
le parti du président Déby a un candidat. Le MPS. Sachant qu'ils ont déjà une implantation que personne ne peut nier. S'ils gagnent l'élection de façon transparente, tous les politico-militaires accepteront les résultats des urnes. C'est là la question. Voilà la question. Voilà la question du Tchad. Merci. Je ne parle pas, peut-être le président parlera des interférences maintenant étrangères. Je parle de la conscience des Tchadiens qui nous écoutent. C'est-à-dire que ça vaut quoi? Surtout qu'en Côte d'Ivoire, on l'a vu. Quelqu'un arrivé au pouvoir marchant sur 3 000, 4 000 morts. 3 000, 4 000 morts. Il est là. On ne peut pas accepter ça dans la CEMAC. Merci à vous, Bertrand Tatinda. On va à présent se tourner rapidement également vers le professeur Mbelek avant de sortir de cette émission avec vous, président Mandakani. Professeur Mbelek, que peut-on dire rapidement? Que peut-on dire rapidement pour sortir, professeur? Bon, je pense que l'essentiel a été dit. C'est-à-dire que nous, les panafricains, bon, qu'il y a une légère discordance. Je veux rassurer quand même le public. Hein. S'il y a une légère discordance, ce serait une vraie discordance si dans les semaines ou les jours qui viennent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vu un peu plus clair, ça se maintient. Ça veut dire que là, le mouvement est fissuré, mais il n'est pas fissuré. Parce qu'en fait, il y a discordance parce qu'on n'est pas d'accord sur les faits et leur interprétation dans l'immédiat. Effectivement. Bon, donc je vais juste dire ce que je pense, moi. Moi, je pense que... j'ai dit que c'est gagnant-gagnant. Donc, j'ai pas peur de me tromper. Je me jette dans l'eau, quoi. Si je me trompe, alors, il y avait une grosse opération de... Bon, il y en a toujours eu, mais là, elle s'est manifestée dans les manifestations et on a exposé les jeunes. À ce moment-là, le gros coupable, c'est ceux qui sont à cette révolution de couleur. Bon, les jours prochains, on verra, ou les semaines prochaines. Si ce n'est pas le cas, donc je prends maintenant le côté catastrophique, la responsabilité, moi je ne veux pas savoir si c'est 10 généraux ou premier ministre, je mets ça sur le thème. La responsabilité de Mahamat, celui qui est le président. Puisque même nous acceptons un président à 34 ans. Même 20 ans, on l'accepte. Hein. Et que si quelqu'un dit là qu'il est président, qu'il est prêt à assumer, nous, on n'a plus le problème d'âge. Hein. On a dépassé, parce que la population africaine est jeune de toute façon. Donc nous, on n'a pas de problème d'âge. Hein. À partir du moment où quelqu'un est majeur, si on ne sait pas, c'est un surdoué, ou c'est Dieu qui l'envoie, je ne sais pas quoi. Ou un génie. Un génie, voilà, qui est capable de révolutionner la situation en Afrique. Nous, on accepte. Donc, Mahamat, c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui a endossé ça. Donc, je suis prêt à parier, avec grand risque de me tromper, que Mahamat va laisser la porte ouverte à Barkhane. Puisqu'il y a déjà quelques éléments de Barkhane. Maître Janvier Momo l'a dit, mais moi aussi j'ai vérifié un peu là. Il y a déjà quelques éléments de Barkhane, là-bas au Tchad. Vu la façon dont il se soumet à l'ascendant, parce que ce n'est pas transparent. S'il ne se soumettait pas à l'ascendant, et que ce soit la France ou les États-Unis, je ne sais pas qui encore, ça se verrait. On a vu Idriss Déby, il a pris des risques, il est mort. On le verrait déjà, ça fait 18 mois, on le verrait. On voit bien comment les colonels, on verrait au moins un début de progrès, quelque chose qui évolue. Et le contact avec la Russie, si ton père a laissé un dossier sur la table, tu ne l'as toujours pas traité au bout de 18 mois, mais il l'aurait traité, on dirait que, oui, d'accord, il travaille, peut-être il lui faut encore 24 mois, mais il n'a même rien fait de ça. Moi, je ne parle pas qu'il n'a pas fait autre chose, hein, mais de ça, il n'a pas fait. Donc je suis prêt à parier que dans les prochains jours, c'est plutôt Barkhane qui va débarquer de façon claire et nette. Pourquoi? Parce que les choses aujourd'hui, c'est... Chacun doit... Il faut marquer les points rapidement. Parce que l'Occident est en danger aussi. En Afrique, on est en train de les jeter dehors. Donc il y a aussi envie de marquer, au moins temporairement, résister un peu, avant on va les jeter dehors à la fin. Mais je ne suis pas à parier que Barkhane va s'implanter au Tchad, comme il en fait au Niger, et qu'il n'y aura pas de lien militaire. De partenariat avec la Russie. Partenariat militaire franc avec la Russie. Et ça s'est vu déjà avec le vote. Maintenant, j'espère que le président Mandakani va nous convaincre du contraire et que l'avenir va nous convaincre du contraire. Après tout, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous tous là, c'est l'avènement du panafricanisme, le bien-être du peuple africain, l'élévation de son niveau de vie. Et comme l'a dit Janvier Momo, je l'avais aussi dit la dernière fois, mais je le redis de cœur avec lui, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, la vie d'un Africain, ça compte. Et j'avais même précisé à l'époque la vie même d'un humain tout simplement. Africain ou pas africain, parce que les autres, ils veulent faire croire que la vie d'Africain ne vaut rien. On peut tuer 1000 Africains, c'est rien. Alors les gens vont à Charlie Hebdo, alors que quand il y a les mêmes touristes font des attentats en Afrique, personne ne bouge, je crois. Même pas les chefs d'État africains. Il n'y a pas été là-bas pour dire nous sommes tous Charlie, quand c'est l'Afrique. Alors, dans la vie d'un Africain vaut quelque chose, autant que celle parce que la vie d'un humain, tout simplement, c'est quelque chose. Vous savez, l'avènement de la vie sur la planète, la probabilité est très faible.
Maintenant, l'avènement d'un être humain, Homo sapiens sapiens, c'est encore plus faible. Et si on ne fait pas attention, peut-être que c'est le cas actuel. Hier, avant-hier, il y a 1 milliard d'années, c'est peut-être le cas actuellement dans tout l'univers. Parce que, une petite réflexion. Vous savez, est-ce que les extraterrestres existent? La réponse est oui. On ne va même pas discuter. Vu la multitude des mondes, des milliards de galaxies qui elles-mêmes ont des centaines de milliards d'étoiles. Ça, c'est pour l'univers visible qu'on connaît. Hein. Alors, donc, dans tout ça, vous voulez dire que la Terre est exceptionnelle? Non, les mêmes conditions donnent les mêmes causes, mêmes effets. Ça, c'est la physique. Voilà. Alors, donc, il doit y avoir la vie ailleurs. Mais, c'est pas parce qu'il y a la vie ailleurs que ça veut dire qu'à l'instant où nous parlons, il y a la vie vraiment ailleurs. Ça se trouve, à l'instant où nous parlons, il y a la vie que sur Terre. Dans tout l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers a plus de 14 milliards et demi d'années. Donc, une vie peut... Regardez, ici sur Terre, il y a des espèces qui ont disparu. L'homme de Néandertal, il a vécu peut-être 400 000 ans, il a disparu. L'Homo sapiens sapiens, on ne sait même pas comment. On n'a même pas fait que 300 000 ans, à peine. Okay, on ne sait pas. Alors, donc il se peut que la vie existe, mais... Et uniquement sur Terre. Non, partout, les lois le permettent, mais elle disparaît quand ailleurs ça apparaît, ou pendant un temps, il n'y a même rien. Vu que la probabilité est faible. Ça se peut qu'il y a aujourd'hui la Terre et peut-être dans une autre galaxie. Mais ça se trouve que les choses pour l'instant sont réunies que sur la Terre. Et puis quand on ne sera pas là, peut-être encore dans quelques milliards d'années ailleurs aussi. Ça, vous voyez? Mais ce n'est pas garanti que parce que la vie est un phénomène naturel, donc général dans tout l'univers, que ça veut dire qu'elle existe exactement au moment où nous parlons partout. Il peut même avoir évolué, avoir atteint un très haut niveau que nous on n'atteindra jamais en termes de réalisation, ok? Mais ils ont disparu pour 10 000 raisons. Peut-être qu'ils sont détruits entre eux, tout simplement, ou alors c'est la programmation de leur mode de vie qui fait qu'ils ont épuisé toutes les ressources et qu'ils n'ont pas eu de... Bref, tenez compte de ça, la vie c'est précieux. Et en particulier la vie d'un être humain quand il s'agit de la Terre. Donc, j'espère que une façon de réparer les choses, c'est que ce qui s'est passé là ne se répète plus. Dans toute l'Afrique. Comme on l'a dit, Yam est parti, mais il a dit, s'il y a des manifestants, il n'y a aucune raison qu'on tire sur les gens présidents, il n'y a aucune raison. On peut se débrouiller autrement. Et même nos prisons, il faut les assainir. Il n'y a aucune raison que, parce que quelqu'un a demandé quelque chose, même un bandit, même un qui a tué quelqu'un, qu'il aille dans une prison insalubre. Ce n'est pas digne d'un être humain. Il faut respecter l'être humain. Et l'Afrique doit être la première à commencer ce processus. J'ai chuté. Merci à vous, professeur. Au moins c'est mort, dans ce cas-là, ça aura permis de tirer une grande leçon pour nous autres. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. On va donc implorer l'indulgence de la réalisation en 5 minutes. 5 minutes montre en main un chrono parce que la deuxième partie du débat panafricain s'annonce avec vous, président Bandakani. Nos différents invités sont indignés du fait que des Tchadiens soient tombés, mais ils veulent également comprendre où Mohamed Idriss Déby veut réellement amener le Tchad. Je suis gêné parce que les débats de fond sont remplacés par le moralisme. Si vous commencez à crier qu'il ne faut pas tuer les gens, le débat s'arrête, on rentre tous chez nous. Qui veut qu'on tue les gens? Qui veut qu'on tue les gens? Mais ce gonflement de l'émotion est une technique des puissances impérialistes pour justement soumettre les peuples. En les mettant sous la coupe de faux débats. Et on les distrait des vraies choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé ici de l'émotion qui est soulevée par les morts qu'il y a au Tchad. Encore ça, parce que vous criez trop contre les morts, que vous êtes contre les morts. Ça ne juge pas là-bas. Nous ne sommes pas des pasteurs. Nous ne sommes pas des prêtres qui règlent le problème avec les sermons moralistes. Il y a les réalités concrètes et les lois de la politique qui vont s'arrêter, qui s'imposent à nous. Aussi longtemps que les hommes sont imparfaits, ils auront besoin de gouvernement. Et tant qu'il y a le gouvernement, le principe de base d'un gouvernement, c'est le monopole de la violence légitime. Si vous ne voulez plus ça, ben, ce sont des États. Il faut arrêter. Moi, je le dis parce que demain, un panafricaniste peut arriver au pouvoir ici, comme ailleurs. Et il fera face aux déstabilisations impérialistes. Ce n'est pas avec les mots qu'on gère ça. Hein. Et ces gens sont des experts en déstabilisation. Des experts. C'est leur profession depuis des siècles. Pour occuper l'Afrique, il a fallu qu'ils déstabilisent d'abord l'Afrique. Pour l'esclavagiser l'Afrique, il fallait qu'ils déstabilisent l'Afrique d'abord pour le faire. Alors, donc, je ne suis pas dans le moralisme. On ne gagne rien dans ça. Vous savez, pour vous démontrer l'indécence de ce moralisme-là, vous avez une femme comme Mimi Touré, ancien premier ministre du Sénégal, qui demande que la CPI vienne enquêter au Tchad.
Quand elle était Premier ministre au Sénégal, quand elle était encore en fonction et en bon terme Macky Sall, quand Macky Sall a fait tirer sur les populations pendant les manifestations organisées par Sonko, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette dame gronde fort parce qu'elle est maintenant en campagne, n'est-ce pas, pour se positionner, puisqu'elle est maintenant en guerre contre Macky Sall. Elle demande qu'il faut que la CPI vienne enquêter au Tchad. Mais la CPI n'était pas venue enquêter sur les morts qu'il y a eu à Dakar lors des manifestations. Et Macky Sall à l'époque a dit, j'ai rétabli l'ordre. Mimi Touré disait que non, on a maintenu l'ordre contre le voyou de Sonko. Ce sont ces mots, hein. Vous voulez que moi j'entre dans ça? Vous êtes sérieux? On ne peut pas entrer dans ça. On ne peut pas s'enfermer dans ce genre de logique. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Docteur Yam nous a fait des cours de sagesse. C'est bien. Mais il est le premier concerné par ses propres cours qu'il nous a donnés. Il est le premier concerné par ses cours de sagesse. Quand vous demandez que nous parlons des causes, les panafricanistes, les vrais, et encore les pionniers de l'affaire comme nous, c'est nous qui avons commencé à mettre sur la table la nécessité de creuser les causes au détriment des conséquences. C'est nous. Et si vous voulez parler du Tchad, la cause qui est au Tchad là, c'est pas le dialogue, il faut arrêter ça. Les causes de la crise au Tchad sont séculaires, c'est profond. C'est profond. La péripétie du dialogue qu'on a train de voir là, c'est parce que le maréchal a été assassiné. Il n'était pas assassiné, il y aura le débat là aujourd'hui au Tchad. Il n'y aura pas de débat au Tchad sur la question. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas ce débat. Donc si on dit qu'on pose les vraies causes, si on met les vraies causes sur la table, mais on parle de quoi? On parle de quoi? Les gens ont dit ici qu'on ne parle pas de l'opposition tchadienne. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Moi, je parle de succès Mara, je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un est pris en charge par l'impérialisme américain et autres pour le placer au pouvoir, vous le simplifiez, vous faites une erreur. Parce qu'on va corrompre les politico-militaires, on mettra derrière lui. C'est une erreur. Et aujourd'hui, Succès Mara est un acteur. Vous croyez que c'est par hasard qu'un gars, pendant qu'il y a les morts, qu'il a causé lui-même, en appelant les gens à aller manifester, il va sur France 24, c'est là où il va s'exprimer. Vous aussi allez parler à France 24 fois. Allez parler à France 24, on vous donne France 24. France 24, c'est l'organe de la diplomatie française. On va l'appeler ça combien de fois? Ne passe pas là-bas qui veut. Vous comprenez? Qui veut? Quand M. Macron est arrivé ici, France 24 a eu le toupet de nous contacter. Nous aussi, de contacter. J'ai décliné leur offre après. Je pense contre une personne qui assiste sur ce plateau. J'ai refusé. Tu sais pourquoi j'ai refusé? On ne parle pas impunément à France 24. Quand un opposant qui veut changer le même pays va se positionner à France 24 pour gérer ce type de manifestation, après manifestation, mais dis non. Sauf si vous voulez me dire que je suis un idiot. Ça, c'est des programmes connus et rodés. C'est rodé, c'est des techniques rodées. Le Tchad fait face à une révolution de couleur. Rien ne m'empêchera de le dire, c'est la vérité. La révolution de couleur, c'est tellement classique et élémentaire que si on nous prend à ce jeu, posons-nous les vraies questions. Si on nous prend à ce jeu-là, cherchons à savoir vraiment qu'est-ce qui nous motive. Nous, qui sommes assis sur cette table-ci, qu'est-ce qui nous motive pour qu'on entre dans le schéma et le déroulé et le narratif des révolutions de couleur. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Je vous dis qu'un gars a fait un gouvernement. Avant il a fait le gouvernement au Tchad. Il a nommé ses ministres. Et on connaît les contacts réguliers qu'ils ont. Comment ça se prépare, ça se travaille? L'agenda américain, si on fait un peu de géopolitique, est connu au Tchad. C'est connu. L'agenda américain pour le Golfe de Guinée est connu. Je dis si on fait un peu de recherche. Et si à partir de là, c'est connu, mais on comprend ce qui détermine le reste. Le reste, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Donc, je suis désolé de le dire. Hein. Vous avez raison de convoquer l'unité. Mais si c'est un plateau de télévision, on n'a pas les mêmes intérêts. Il ne faut pas se mentir. On n'a pas les mêmes intérêts. Arrêtez de mentir. On peut être assis sur un plateau de télévision, on n'a pas les mêmes intérêts. Chacun sait pourquoi il parle. Chacun sait pourquoi il parle. Vous savez, les panafricanistes qui fréquentent les palais présidentiels, qui entrent par certaines manières, ne se comportent pas comme toi qui peux pas entrer dans un palais présidentiel. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Attention, c'est pas la même chose. C'est parce qu'on est sur un plateau qu'on a les mêmes intérêts. Non. Faisons attention. Parce que quand le débat est posé sur la table, de la manière que c'est posé, quand on me dit que le Mali est différent du Tchad, oui, c'est vrai.
Au Mali, c'est un mouvement sociopolitique qui a conduit à ce niveau au pouvoir. Mais parce que c'est le Mali. Parce que on ne peut pas comparer les deux pays, c'est vrai. Mais disons les conséquences. La légitimité au Tchad et au Mali. Que ça soit le Mali, mais qu'est-ce que le Mali fait? On continue à dire que c'est un pouvoir illégitime. Vous ou non? On continue à dire que c'est une junte. Et même ça, d'accord qu'ils doivent aller aux élections. Dans leur constitution, ils ont dit qu'ils viennent de faire qu'ils interdisent devant le coup d'État. Ils viennent d'écrire eux-mêmes. La constitution qu'on le fait au Mali, l'avant-constitution. Que désormais, un coup d'État, c'est un crime imprescriptible. C'est écrit dans le projet de constitution, sauf si on change. Mais c'est écrit. C'est écrit. Si un pays est dirigé. Si un pays est constitué dans sa structure par les politico-militaires, ce n'est plus un pays normal. C'est plus un pays normal. On ne gère pas un pays dont la structure, ce sont les politico-militaires, comme si on gère un pays qui a une tradition de pouvoir civil. Ça fait 60 ans que le Tchad est dirigé par les militaires. La guerre, ce n'est pas un pays normal. Donc vous n'appliquez pas les recettes d'un pays qui a 70 ans, soit 15 ans de tradition de pouvoir civil, à un pays qui a 70 ans de pouvoir militaire et qui est fractionné par le groupe politico-militaire. Je tire seulement les conséquences des raisonnements qu'on a, qui est un raisonnement brillant, hein? C'est brillant. Mais moi, je tire les conséquences. Si le Tchad est dirigé par le groupe politico-militaire depuis très longtemps, et je dis que c'est vrai, c'est l'histoire du Tchad, tout le monde le connaît, c'est pas un pays normal. C'est pas un pays normal. C'est pas un pays normal. Là, on pouvait gérer la tradition autrement. C'est une partie du pays qui était attaquée. Oui, c'est vrai. Mais quel était le projet? Ils ont dit qu'ils marchaient sur N'Djamena. Ils ont dit que leur projet c'était de marcher sur N'Djamena. Et ils travaillaient pour ça, accompagnés par la puissance, c'est-à-dire que leurs parrains occidentaux, qui relayaient ça matin, midi, soir, dans leurs médias. C'est l'un des maréchals qui a arrêté la démarche. Et on sait où le leader du FAC habite. On sait où il habite. C'est pas dans un oiseau au désert. Il est bien plaqué quelque part. Donc, le pays était en guerre. C'était une guerre. L'armée a pris disposition pour neutraliser cette guerre. Malheureusement, le maréchal a laissé ça assassiné. Donc, ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation normale. La guerre n'est pas une situation normale. Si on est en guerre, aujourd'hui au Cameroun, les dispositions vont être prises pour qu'on entre dans l'économie de guerre. Et le fonctionnement politique de guerre, c'est ce qui va arriver. Le Tchad était en guerre. Et moi, je ne parle pas de quelqu'un qui était censé. On nous dit que c'est le président du Parlement. Lui qui connaît très bien la Constitution nous dit que c'est le président. C'était le président du Sénat, d'après la nouvelle Constitution. Ben, tout à fait. Un Sénat qui n'était pas encore créé. Qui n'était pas placé. Donc, c'est vraiment le Parlement, n'est-ce pas, qui était censé agir en lieu et place du Sénat. Puis ça n'est pas encore installé le Sénat. Mais ce président du Parlement, là, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Est-ce qu'il a dit un jour dans un média qu'on l'a forcé à renoncer au pouvoir? Je ne sais pas. Je ne peux pas être très informé. J'ai fouillé, je n'ai pas entendu, il est venu dire que vraiment, on m'a forcé. Je dis que si j'ai fouillé, peut-être qu'il a fouillé mieux que moi. Alors, je suis ouvert, comme le Belek dit. Je suis ouvert. Il reste 1 minute, président. Alors, donc, ce monsieur-là n'a jamais dit qu'on l'a forcé. Mais on parle à sa place. Hein. Les gens parlent à sa place. Oh, il est vivant, hein. Mais on parle toujours à sa place. Donc, la relation qu'il y a dans la question du G5. Non, mais le G5, la France ne veut pas avaler le G5. La France a pour le G5 depuis. C'est la France qui est le patron du G5. C'est la France qui est la patronne du G5, même sur débit. La preuve, Macron les a convoqués à Mondo, disant que venez à Pau. Oui. Mais le maréchal est parti à Pau. Ce qui nous avait même mis en colère. Ils sont tous partis à Pau. Il a convoqué en public. Oui. Donc la France c'est-à-dire qu'il a confisqué le G5 depuis. C'est pas la France qui a créé le G5. Mais depuis là, elle a confisqué le G5 depuis. Donc, c'est la France qui impose que le Mali ne doit pas diriger le G5, le tout tournant. C'est la France qui a imposé ça. Effectivement. C'est la France qui a imposé. Ce n'est pas des fils. Pouvait-il faire mieux ou pas? Ce sont les conjectures, mais ce n'est pas lui qui a décidé que le Mali ne dirige pas le G5 Sahel. Conformément à la constitution du G5 Sahel, c'est la France qui a imposé. La manifestation qu'il y a eu contre les intérêts français au Tchad, oui, c'est vrai. Mais le pouvoir avait-il réprimé cette manifestation? L'avait-il interdite? Le pouvoir l'avait encadré. Ça veut dire quoi? Il y a des pays où tu peux même tenter de faire une manifestation contre la France. La Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas essayer. C'est la peine de mort.
ils ont encadré cette manifestation, ils ont laissé les gens le faire. C'était aussi un message qu'ils donnaient. C'était un message qu'ils donnaient aussi, en ce moment-là. Donc, disons des choses. Vous savez, m'a interpellé, je vais aller très rapidement avec lui. Vous me demandez quoi On va aller rapidement alors, Président, parce qu'on n'a plus le temps pour terminer. On n'a plus le temps, Président, rapidement. On va vous accorder exceptionnellement 2 minutes pour sortir. Il est là, je ne le réponds pas. C'est moi quand Néné m'interpelle. Non, allez-y, on peut répondre, Président. Allons-y rapidement. Moi, je suis déjà fatigué. Donc, les relations personnelles avec Mahamat, non, il n'y a pas de relations personnelles avec lui. Le débat était centré sur lui, c'est tout. Pourquoi on parle de lui? Voilà votre thème. Et c'est ça pour moi qui est inacceptable. Non, je n'ai pas dit que c'est ta question. J'ai dit que moi, je suis en train de venir vers toi. Moi, je ne suis pas. C'est-à-dire que si nous faisons. Ok, Mahamat a fait, il a tué les gens. Mahamat ne sait pas si il a décidé qu'il va tuer les gens. Il est chef d'un État. Il est président d'un État. Dans un contexte mondial où on renverse les présidents, les États africains par la révolution de coureur. Vous voyez ce qui se passe en Iran. Mais tout le monde sait ce qui se passe en Iran. Tout le monde le sait. On sait ce qui se passe, comment s'organiser, se financer. Mais on renverse les États par la révolution de couleur. Le cas de l'Égypte, le cas de la Tunisie, le cas de la Libye, le cas de la Syrie, ça a commencé par quoi? Par les manifestations populaires, revendiquant la démocratie. Mais est-ce que ça c'est encore quand on va débattre de la réalité des révolutions de couleur qui renversent, qui déstabilisent nos États matin, midi, soir? Et dans ce cas, on me dit que les États n'ont pas le droit d'avoir un régime de manifestation légal. Je ne peux pas accepter ça. Vous parlez de quoi? Donc les États vont s'asseoir, on dit une révolution, ils applaudissent. Le régime de manifestation est régi, c'est régi par la loi. Il faut adapter les lois, oui, mais il faut gérer les manifestations. Dans tous les pays du monde, c'est le principe. En Europe, c'est ça. C'est l'article 1 de la Charte européenne des droits de l'homme. C'est là. On reconnaît au gouvernement ce pouvoir-là. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, quand c'est grave, ils déclarent l'état d'urgence. Ils envoient les militaires dans la rue. Dans la rue, mais mettre l'ordre. C'est quoi cette affaire? En France, quand c'est dur, on tire sur les gens, on coupe, on les éborgne. 5000 personnes qu'on allait en France dans le cas des Gilets jaunes. 5000. Sans jugement même. Sans jugement. Et là-bas, ils ont une autre technique qui est plus sophistiquée. C'est de faire des contre-manifestations. Avec des gens surarmés. Aux États-Unis, c'est grave. Les Antifa, c'est quoi aux États-Unis? C'est quoi les Antifa? C'est quoi les Antifa aux États-Unis? Qui veut même remplacer la police? Et ils demandent qu'ils veulent gérer les villes à la place de la police. Et les démocrates sont derrière ce genre de projet. Pourquoi? Enfin, vous avez des spécialistes des contre-manifestations manipulés en soi même par les autorités, qui les envoient dans les rues, taper, casser des manifestants. Et ils sont protégés après. Donc l'Afrique n'a pas le monopole de ces choses-là. Il faut qu'on arrête ça. Je vais terminer. Alors, professeur Belek, cher aîné, avec tout le respect que j'ai pour toi. Un fait qui est jeté à la poubelle, non. Tu es un grand scientifique. Tu ne peux pas jeter un fait à la poubelle. Tu ne peux pas. Parce que toi, tu te bases sur les faits pour faire tes analyses. On vérifie si un fait est vrai. On l'accepte. S'il n'est pas vrai, on le met de côté. L'image d'ambassadeur des États-Unis, là, que tu as vu là, c'est un fait vrai. Tu sais que moi, je ne dis pas n'importe quoi. Quand je parle d'un sujet, je vérifie comme toi. Je vérifie, je m'assure. Parce qu'ici, là, nous sommes très exposés. Un mot dépassé, c'est là, on est mort. La photo a d'ailleurs été postée par l'ambassade. Je dis que ce n'est pas le fait, Gaza. Quand vous voyez les Américains, un officier américain venir se mettre à genoux devant un cadavre, c'est la signature, c'est une signature. C'est un code, c'est une signature qu'ils font. Bozizé est chez lui. Bozizé était au Cameroun, grand prof. Il est au Cameroun. C'est la géopolitique, c'est la tactique. Il est au Cameroun. Est-ce que ça veut dire que Biaté est d'accord avec lui? Biagéré d'Ochoja. Bozizé est au Tchad dans la démarche de la sous-région pour la paix au Tchad, pour la paix en Centrafrique. On l'a mis là. Et dans le dossier qui a opposé le Tchad à la Centrafrique, dont tu as fait allusion, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président, le frère du président. Donc quand on laisse les antécédents, on sait pour qui il roulait. Vous dites Expulsé, Bozizé ici. Effectivement. Biala expulsé. après l'avoir accueilli, non? Oui, non. Comme ça, dans le cadre de. Il y avait des conflits. Quand quelqu'un arrive comme un réfugié, on l'accueille. Il a pris Bozizé, pas seulement comme réfugié. C'était un atout contre Dotodia. Parlons plus et simple. Quand le terre est fini, il a fait partie. Donc ça se fait dans les États. Quand les États ont des accords entre eux,
pour la paix en monde, on peut te dire que reçoit telle personne. Garde-le. Ça ne veut pas dire que le chez toi fait ce qu'il veut. Tu l'as seulement, il est dit seulement chez toi. Dans le cas du dossier centrafricain dont on parle, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Mahamat a repris les choses en main. Quand son frère voulait le faire déborder, il a repris en main. À la fin, il s'est entendu avec son frère. Ils se sont entendus. Alors nous parlons de la frontière, elle est sécurisée. Elle est sécurisée, la frontière actuellement elle est sécurisée. Parce que quand elle n'était pas sécurisée, on faisait les manœuvres, les Français. Les mouvements. Les Français organisaient les manœuvres avec leur réseau pour créer la guerre entre les deux pays. Alors nous parlons de la frontière, elle est sécurisée. Depuis là, vous avez entendu qu'il y a des troubles? Il n'y a plus. Du moins pour l'instant, cette frontière, elle est calme et maîtrisée. Alors, la question de Wagner au Mali, le refus du G5 Sahel, au G5, je viens d'expliquer la question du G5 Sahel. C'est de donner les raisons pour lesquelles, ce n'est pas lui, c'est la France qui a dicté. Et à l'heure actuelle, il est en train de tout faire pour que son frère revienne dans le G5 Sahel. Pas pour servir la France. Pas pour servir la France. Comme on demande le contraire ici. Mais pour servir d'autres intérêts. En tout cas, pas pour servir la France. La bataille de Mahamat pour que le Mali revienne dans le G5 Sahel, ce n'est pas pour servir la France. Si on me demande le contraire, je le dis ce que j'ai dit. Jusqu'à présent. En tout cas, on n'apprendra pas au Mali quels sont les intérêts, ils savent. Le rapprochement avec Bazoum, je ne sais pas. Quand il a pris le pouvoir, il a rendu visite à Bazoum. C'était une visite. Il a rendu visite à Bazoum. Est-ce qu'il a fait un accord avec Bazoum contre le Mali? Pas officiellement. Il n'y a pas d'accord entre Bazoum et Mahamat Déby contre les Maliens. Il n'y a pas. Eux deux ont fait la déclaration de demande du retour du Mali dans le G5 Sahel. Oui, c'est tout. Ouais. Oui. C'est pas dire qu'ils ont un accord. Ils n'ont pas d'accord militaire contre le Mali. Effectivement. Non, mais moi, c'est ce que je disais. Je mets ça dans l'addition. Voilà. Donc pour dire que tu vois bien que le fait qu'il a visité, il a rendu visite à l'autre, comme il a rendu visite à l'autre. Parce que forcément, ça veut dire qu'il y a un accord dans le cadre d'une stratégie visant à isoler le Mali. Ceux qui isolent le Mali de manière active, on les connaît. C'est la CEDEAO. Ils ne se cachent même pas. On les connaît, ils ne se cachent même pas. Le Bazoum est dans la CEDEAO. Oui, je ne peux pas de Bazoum. On sait que Bazoum assume carrément une démarche qui est claire. Il assume, il ne le cache pas. Alors, l'affaire du Donbass, oui, on peut discuter. On va sortir par là rapidement. Oui, l'affaire du Donbass, oui, on peut discuter de ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne suis pas mieux placé que Mahamat Déby pour juger les intérêts supérieurs du Tchad. Je ne suis pas président. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. La preuve, le Mali a signé les accords avec les Américains, non, de financement. Est-ce que pourtant on remet en cause, nous, la démarche de l'État malien? La géopolitique est complexe, les amis. Le Mali vient de signer un accord avec les Américains, là, un accord de financement. Et allez voir comment les Américains ont joué cet accord. Avec beaucoup de publicité, ça a été. Mais est-ce que pourtant, à partir de là, on va dire que c'est parce que, comme Assimi Goïta a signé un accord avec les Américains, il n'est plus dans sa démarche? Non. On dit qu'on ne peut pas faire ça. La mort de son père, nous tous on l'attend. On l'attend tous. Le fait qu'il soit sénateur ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire ça. C'est un dossier très difficile. Pourquoi? Parce que plein des frères de Mahamat, la famille Déby, plein sont des pro-français. Vous n'arrivez pas à m'attendre comme ça, vous liquidez comme ça, c'est-à-dire de manière brusque, sans intelligence, des gens qui sont dans les plus de 30 ans, qui ont bâti un système. Il faut le faire intelligemment. D'où le conflit avec l'autre frère de Déby qui est parti, qui a démissionné avec beaucoup de bruit. Pourquoi celui-là a démissionné comme ça avec beaucoup de bruit? Posez-vous la question pourquoi il démissionne comme ça. L'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est un pro-français connu. Chérif Mahamat Zen. Connu. Il ne cache même pas. Il est même zélé. Donc les choses sont claires. Par rapport à ça. Donc, là, je termine alors à Bakan. Je suis allé à Bakan. Déby Père a fait une interview ici. Il nous a dit que Bakan ne verse aucun droit, ne paie pas les redevances. Pour-elle en fait partie? Est-ce que pour-elle en fait partie? Non. Ne voulait-il pas les faire partir? Il voulait les faire partir. Je le sais. Moi, pas mon nom, je le sais. Mais les conditions n'étaient pas encore réunies pour les faire partir. Ça parce que Bakan, l'installation de Bakan au Tchad, la présence militaire française au Tchad, depuis 50-60 ans, ils sont tous implantés. Il faudrait les faire partir intelligemment. Il faudrait réunir les moyens de les faire partir. Je pense même que c'est un dossier qui dépasse le Tchad seul. C'est quoi la base militaire française au Gabon? Est-ce que tu as fait partir n'importe comment comme ça? Non, tu peux faire partir comme ça. Donc, le père Déby lui-même, face à ça, il est venu parler. Il dit que vraiment,
Les gars là sont chez moi ici, ils ne versent aucune défense alors que la convention est claire. Autrement dit, ils sont chez moi par la force. Mais en fait, pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens de les faire partir. Il attendait de prêter serment sûrement pour les faire partir. Je les faire partir, je les ferai pas. Peut-être s'il gagnait des élections, il devait le faire. Je termine d'avoir la fin. Pas peut-être s'il a gagné les élections, président. Non, je dis peut-être parce que quand tu as un programme. Peut-être s'il prêtait serment. Même quand tu as prêté serment, tu peux décider de faire un programme, les aléas imprévus arrivent, ça te freine. Vous voyez pourquoi je m'ai payé, peut-être. Mais le projet était clair. C'était clair et décidé. Son fils, la Russie, quand maman prend le pouvoir, n'a-t-il pas envoyé ministre de la Défense en Russie? Effectivement. Il n'a pas été kidnappé quand il est rentré à Paris. Vous avez oublié? Il a été kidnappé. La France a pratiquement kidnappé. Pour dire que viens ici. Ça ne fait pas là-bas. Pourquoi la France l'a fait? Vous n'avez pas le syndrome de l'Élysée, non? Les Français sont très forts dans la manipulation. Ils l'ont fait pour donner l'impression, oui, ils approchent. Mais pour l'instant, le gars a calmé le dossier. Mais quand vous connaissez toute la dynamique qu'il y a dans cette sous-région maintenant, là, alors nous parlons, puisque vous voulez qu'on parle de ça. Alors vous entendez qu'on est en train de vouloir fusionner la CEMAC et la CEAC. Vous savez qu'il y a quoi derrière? Il y a une dynamique sous-régionale en Afrique centrale qu'il faut étudier avec beaucoup de profondeur. Et pour cette dynamique, nous ne pouvons pas laisser que le Tchad soit déstabilisé. Écoute, moi, je vais vous dire, je m'en fous de Mahamat. Il me donne quoi? Moi, je ne cherche pas dans les entrées dans les palais. Je m'en fous. Mais si quelqu'un va remplacer Mahamat, il a fait mieux que lui. À défaut de faire mieux que lui, pas faire pire que lui. Mais les succès Mara, Mahamat Fakir, leur projet c'est dans le Tchad, dans le giron occidental, il dit 50 ans en arrière. Alors qu'alors nous parlons, les dynamiques sous-régionales là, dont ils sont en train de vous parler, d'émancipation sous-régionale, alors je vous parle là. Pour l'instant, le Tchad n'a posé aucun acte qui montre qu'ils sont contre eux. Ils sont contre ça. La preuve, la force multinationale mixte. Là. Les gens semblent oublier. Contre Boko Haram. Quels sont les deux pays pivots? C'est l'armée tchadienne et l'armée du Cameroun. Moi, je ne peux pas oublier ça. Merci à vous, Président Bandakani. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du débat panafricain. Merci à vous, cher monsieur, Président Bandakani, professeur Jean-Paul Mbelek, Maître Janvier Momo, Bertrand Tatinda, également le docteur Yamtimba, qui nous a quittés en cours d'émission. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission, à la réalisation. On avait Daï Nathan. Quant à moi, je vous retrouve demain soir pour un autre rendez-vous. Bien sûr, Afrique Médiaspora, l'émission de la Renaissance panafricaine. Ne manquez pas ce rendez-vous demain dès 20 h. À demain donc, mesdames, messieurs, bonsoir.